Bienvenue au club, bienvenue dans l'Endurance Club, le podcast que j'ai le plaisir d'animer chaque semaine en compagnie du rédacteur spécialiste de l'endurance, Geoffroy Barre. Salut Geoffroy. Salut Anthony, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors cette semaine, nouvel épisode spécial dédié à un nouveau sujet historique, parce qu'on sait que ça vous plaît, ça nous plaît à nous aussi. Donc Geoffroy, on s'est dit qu'on allait se plonger dans l'histoire du sport automobile à travers un autre constructeur mythique. On a pu se plonger dans l'histoire de Matra il y a quelques jours avec Dominique Vincent, et ça a été un épisode très apprécié. Et bien aujourd'hui, on va s'intéresser à Ferrari. Donc comme vous le savez, bien dans l'Endurance Club, on a l'habitude de vous donner des chiffres, des petites infos, insolites d'ailleurs des fois, des statistiques qui vont vous permettre d'encore mieux connaître le monde de l'endurance qui nous fait tous vibrer. Et aujourd'hui, dans la famille du cheval cabré, on a choisi de nous pencher sur le cas assez particulier de la Ferrari 333 SP. Et qui dit épisode historique, Geoffroy, dit généralement invité spécial. Donc c'est sans surprise qu'on n'est pas tous les deux pour ce numéro, mais bien avec un expert du monde de l'historique et ami de l'Endurance Club, c'est Julien Ergaud. Bonjour Julien. Bonjour Anthony, bonjour Geoffroy, merci à tous les deux de m'avoir invité sur cet épisode. On est très content de t'avoir. En tout cas, on va rappeler que tu es le directeur de l'agence Classique Média, agence de communication spécialisée dans l'automobile historique, mais pas que, avec 15 ans d'expérience, la gestion des réseaux sociaux, création de contenu, tout ce qui est dans l'historique, en tout cas, n'a plus de secret pour toi. Et j'espère que la Ferrari 333 SP non plus n'a pas de secret pour toi. Eh bien, écoutez, vous m'avez forcé à travailler un petit peu, parce que c'est vrai que la 333 SP, c'est une voiture dont on a parfois du mal à savoir quelle place elle occupe vraiment dans l'histoire de l'endurance. Donc je me suis en effet un petit peu replongé dans son histoire pour avoir quand même quelques billes. Et alors toi, Geoffroy, tu t'es mis dans la peau directement d'un pilote de la 333 SP, parce que là, entre nous, on s'est fait une petite réunion et je vois Vincenzo Sospiri se connecter à notre live. T'es un expert de la Ferrari 333 SP, toi ? Bah alors, ouais, non, j'ai ça c'est pour le jeu, la petite blague, mais non, en fait, alors on peut peut-être se lancer comme ça, je sais pas si t'avais cette idée de dire en gros, je vais faire le sommaire, donc de toute façon tu vas me dire. Bon, bah ok, tu feras le sommaire après, mais moi je trouve que ça pourrait être sympa de dire quel premier souvenir on a de la 333 SP, parce que moi ça va répondre à la question que tu viens de poser. Est-ce que je suis un expert de la voiture ? Bah, pas des masses en fait, parce que je t'avoue qu'elle correspond pourtant aux premières années que j'ai fait aux 24 heures du Mans, 96, 97, 98, 99, et pourtant à l'époque, je t'avoue, je la calculais même pas, quoi. Voilà. C'est dingue. Et toi Alors que Julien, Julien, du c'est coup, avant l'inverse. que je fasse le sommaire. Ah ouais, moi c'est tout l'inverse. En 95, moi j'avais 14 ans, j'étais à fond, j'allais tous les ans en 24 heures du Mans avec mon père. Et de savoir qu'il y avait une Ferrari qui venait, pour moi c'était, je pense que j'y pensais jour et nuit pendant les 6 mois qui précédaient les 24 heures 95. Donc pour moi c'était quelque chose d'énorme. Et on va en parler après, et finalement un rendez-vous un peu déceptif. Exactement. Incroyable. Attends, mais moi je suis entre vous deux. Je suis entre vous deux parce que moi j'avais ni beaucoup d'attentes ni une méconnaissance, parce qu'en fait j'avais une affiche sur ma porte de chambre, parce qu'il y a un copain à moi dont le papa connaissait Jérôme Polican, m'avait ramené une affiche. C'était l'édition 98 ou je sais plus, et j'avais la 333 SP numéro 5 couleur JS sur ma porte de chambre. Donc moi j'étais très fan de Formule 1 évidemment déjà. Je regardais un peu les 24 heures du Mans, j'avais l'édition 95 en tête puisqu'on a déjà fait un épisode ensemble sur cette édition qui m'avait marqué. Mais ouais, Ferrari, moi cette 333 SP en fait je l'ai toujours vue, et pour moi elle a toujours été, si tu veux, mythique, et même dans ma tête elle a gagné plein de courses. Et puis bah en fait je me rends compte en préparant cet épisode que ça n'a pas été trop le cas. Ah, ça va quand même, il y en a quelques-unes. Elle a quand même on va en parler, mais elle a quand même un beau palmarès aux États-Unis. Voilà, pas en Europe, parce que je me suivais pas trop les courses à l'américaine à l'époque, hormis le kart, le Champ Car et l'IndyCar, mais pas les courses d'endurance IMSA, tu vois. Donc ouais, c'est assez rigolo. Bah, tu vois, première petite question là-dessus, vous nous direz en commentaire aussi, hein, vous, si vous avez des souvenirs avec cette auto. Et pourtant, c'était la première fois qu'elle est venue au Mans, je crois, une voiture jaune. Enfin, voilà, et c'est ma couleur préférée. Donc bon, ça aurait pu me marquer. Bah, pas du tout. C'est pas cette voiture qui m'a marqué. Bon, en tout cas, dans le sommaire, dans notre épisode, on va revenir sur l'histoire globale de cette Ferrari, le contexte. Comment est-ce que Ferrari, après des années d'absence, finalement revient avec un sport proto. Il sogno americano aussi, donc le rêve américain, on va y revenir. Le moteur qui a été utilisé, les pilotes qui ont pu rouler dans cette voiture et les équipes qui ont engagé cette auto. Et puis une victoire qui s'est beaucoup refusée à la 333 SP, et qui s'est d'ailleurs toujours refusée, on y reviendra. Et puis l'héritage de cette voiture, donc avec une Ferrari qui ne sait pas peut-être trop où placer ce modèle qui a été pourtant
selon moi, très très important dans ma vie. Il va y avoir forcément des anecdotes, hein, ça on en est sûr. On va essayer de pas faire trop de digressions, mais il y en aura quand même. Déjà, on a commencé avec c'est sûr. la première question, évidemment. Et puis on rappelle qu'aux 1000 abonnés, on offrira non pas une Ferrari 333 SP, mais une Spiker qui est un 43e. Donc voilà, Road to Spiker, Road to 1000. On y arrive bientôt grâce à vous, mesdames et messieurs. Donc c'est bon, on est sur la bonne pente et la pente ascendante, donc c'est parfait. On reviendra sur c'est quoi ton actu aussi, et c'est quoi notre actu à tous les trois. Et puis la top question, donc la top question de cette semaine, qui sera en lien bien évidemment avec Ferrari. Alors on va commencer cette saga Ferrari 333 SP en présentant un petit peu le contexte, messieurs. Comment Ferrari, finalement, étant absente de l'endurance, on va dire, depuis les années 70, se remet en selle et arrive avec ce projet de 333 SP. Julien, vas-y, je te laisse la balle. Mais c'est gentil, Geoffroy. Ouais, le contexte, c'est donc 1900, l'arrivée de la 333 SP, c'est 1994. Ouais. J'ai envie d'ajouter la bascule, un petit clin d'œil à YouTube, à Le Circuit et Jules qu'on salue. 1994, c'est la bascule. À son excellente série documentaire sur la saison de Formule 1 94, qu'il a appelé la bascule. Et c'est un peu vrai aussi dans le monde de l'endurance. En fait, c'est général à tout le sport auto. Cette année 94, il y a énormément de choses qui changent, et notamment les réglementations en endurance. On est sur la période de fin de l'ère du groupe C, qui avait commencé en 1982 et qui s'arrête à la fin de la saison 93. Et une nouvelle ère s'ouvre avec des nouveaux règlements. Et donc forcément, comme à chaque création d'un nouveau règlement, il y a une opportunité d'entrer dans une discipline. C'est ce qu'on voit avec la Formule 1, notamment cette année. On a Cadillac qui arrive, on a Audi qui arrive. C'est vrai que c'est des portes qui s'ouvrent. Et là, c'est un petit peu le même contexte où tous les grands constructeurs qui étaient impliqués en endurance depuis longtemps se sont progressivement retirés. Et donc, il y a un petit vide qui est laissé. Les instances essayent de trouver des nouveaux règlements. Et donc, il y a une brèche qui s'ouvre pour Ferrari. Et ce qui est important de dire, c'est la situation de Ferrari à l'époque. Enzo Ferrari est décédé en 88, donc ça, c'est quand même assez récent. La situation de Ferrari est très très mauvaise à tous les niveaux. Que même ce en soit Formule 1 d'ailleurs. En termes commercial ou en termes sportifs, c'est-à-dire qu'en Formule 1, Ferrari n'a plus gagné de Grand Prix depuis 1990, depuis qu'Alain Prost est parti. Ferrari n'a plus rien gagné. Les saisons 92 et 93 ont vraiment été catastrophiques, avec des voitures qui cassent la plupart du temps sans voir l'arrivée. Et puis sur l'aspect commercial, c'est pareil, Ferrari est à la peine depuis le décès d'Enzo Ferrari. Donc il y a tout un contexte qui fait que Ferrari a quand même besoin d'investir dans la compétition, et pas que en Formule 1, parce qu'à cette époque-là, contrairement à ce qu'on peut voir aujourd'hui, la Formule 1 n'est pas du tout populaire aux États-Unis. Tous les Américains se désintéressent complètement de la discipline. Et les disciplines qui marchent aux États-Unis à cette époque-là, c'est la NASCAR, mais bon, Ferrari n'a clairement pas de voitures qui peuvent potentiellement être engagés en discipline, ça ne correspond pas du tout à la marque. L'autre possibilité, ça serait l'IndyCar. Ferrari y a pensé à construire une voiture d'IndyCar en 1986. Ouais, 86, c'est ça, avec l'équipe de Bobby Rahal à l'époque. Ouais, voiture qui n'a jamais couru, mais la chose avait été envisagée. Et la troisième possibilité, c'est l'endurance, l'IMSA, qui est un championnat quand même assez fort à cette époque-là aux États-Unis. Et donc, c'est dans cette voie-là que va aller Ferrari. Incité par une personne qui est Gianpiero Moretti, qui est lui un concurrent engagé régulièrement en IMSA, qui est une société qui s'appelle Momo, dont on va pouvoir parler un petit peu. Bien sûr. Qui lui va vraiment amorcer la pompe et demander à Ferrari de s'impliquer dans la discipline. Et c'est comme ça que le projet va voir le jour. C'est incroyable, Geoffroy. On avait aussi tendance à dire que l'ACO, l'IMSA se cherchait un petit peu aussi, parce que y a eu un pic, une apogée. Puis c'est vrai que 92-93, c'était pas non plus des très très bonnes années pour les 24 heures du Mans non plus. Donc il fallait toujours trouver des opportunités pour se relancer. Ouais, c'est ça, en fait, Julien vient de le dire, mais il y a la fin de l'ère des groupes C, donc qui s'appelait les GTP aux États-Unis, mais c'est la même chose. En fait, il y a les constructeurs qui se retirent. Aux États-Unis, il y avait un espèce de dernier espoir qui tenait avec Mazda et Nissan, mais qui partent. Il y a Toyota qui fait quelques trucs, mais on n'est plus dans la philosophie. On sent que la période est en train de mourir. Et donc, en fait, l'idée, c'est que, réglementairement parlant, ce qui se fait, c'est qu'ils lancent la catégorie WSC, alors toujours dans cette volonté de conquête des Américains, le World Sports Car, le World d'abord. La catégorie WSC qui vraiment est
je sais pas comment dire, c'est pas le plus simple possible, mais c'est un retour aux fondamentaux après l'escalade des groupes C. C'est-à-dire que là, on dit, vous prenez des moteurs des blocs qui sont dérivés d'un modèle de série, donc il faut trouver un bloc qui dérive d'un modèle de route. D'accord. Ça peut paraître... De moins de 4 litres, je crois. De moins de 4 litres. Alors, ça peut paraître pas terrible sur le papier comme ça, de se dire c'est nul, c'est vraiment... il dégrade les performances, il faut prendre un bloc qui sort des chaînes d'assemblage, d'une voiture de Monsieur Tout-le-Monde. En vrai, ça le fait, parce qu'on reprend un bloc, mais on peut quand même le modifier un peu, on peut lui mettre plus de puissance, machin, c'est pas, comment dire, c'est pas dégradant, c'est pas noble, quoi, ça peut se faire. Oui, ça fait moins rêver qu'un moteur dédié à la compétition, mais en période de crise, on le fait, quoi, on s'en contente, et l'autre truc aussi, c'est de dire, maintenant, on bascule sur des barquettes, plus du tout de voitures fermées. La réglementation, c'est voiture ouverte, ça coûte moins cher à faire, c'est plus simple, il y a moins de recherche aéro. Enfin, en fait, on essaye d'éviter les problèmes du passé. Et la 333 SP, en fait, sera la première WSC véritable. C'est-à-dire que, comme tout nouveau règlement, il y a des voitures qui arrivent tout de suite. On l'avait déjà évoqué, je crois, avec les groupes C, mais t'as la Lancia, la Lancia LC, remarque, elle roulait en groupe C, mais c'était pas une groupe C. Mais là, tu vois, en WSC, tu as des voitures qui sont en fait, il y en a eu beaucoup, et je sais que Julien est un grand fan de ça, genre des Spice où on coupe le toit. Il y a même eu une Porsche 962 chez Gunnar, ils ont créé la 966. C'est une Porsche 962 avec le toit en moins. Elles étaient homologuées en WSC, mais voilà, c'était en fait d'anciennes voitures coupées qui ont été adaptées. La 333 SP, c'est la vraie première voiture pensée pour ce nouveau règlement, quoi. Sauf qu'en fait, Giampiero Moretti, comme tu nous en as parlé, Julien, c'est pas le seul à essayer de convaincre Ferrari, parce que ça n'a pas été si difficile que ça de convaincre Ferrari. Il y a eu aussi Piero Lardi, le fils d'Enzo, qui était avec Giampiero Moretti finalement à la genèse un peu de ce projet. Et comment Luca Di Montezemolo a accepté, c'est qu'en fait, c'était pas un engagement officiel de Ferrari ici. Ouais, mais justement, là tu as vraiment tout dit dans cette phrase-là. Il y a trois personnages centraux dans cette histoire, hein. C'est Giampiero Moretti, donc le patron de Momo, qui a un équipementier automobile qui fabrique des volants, etc. On pourra en parler. Ah oui. Il y a Luca Di Montezemolo, qui lui a été nommé directeur de Ferrari dans les années 70, en 73. Il avait 26 ans, Enzo Ferrari l'a du jour au lendemain nommé directeur de la Scuderia, à la surprise générale à l'époque. Et en fait, il a ouvert une des périodes les plus glorieuses de Ferrari, avec les victoires de Lauda c'est vrai. Au milieu des années 70. Donc il avait vraiment ramené Ferrari à la victoire en championnat du monde à cette époque-là. Donc il avait laissé une trace vraiment très forte. Même s'il avait dû quitter Ferrari pour des raisons un peu politiques dans les années 70, il avait rejoint Fiat, qui était le propriétaire de Ferrari. Et donc, suite à la mort d'Enzo Ferrari, il est rappelé à la tête de Ferrari en 91. Donc vraiment pour diriger Ferrari. Et pour remonter Ferrari, comme tu disais. Parce pour vraiment les aider à remonter. Donc lui, il est dans sa tête, il est F1, il faut remettre... lui, il se dit que les ventes de Ferrari vont remonter si Ferrari gagne en F1. Donc lui, il est vraiment pas endurance dans la tête. C'est lui qui avait quand même, justement, dans les milieux des années 70, dit d'arrêter le programme Sport Prototype. Après la 312 PB, c'est lui qui a soufflé à l'oreille d'Enzo Ferrari de dire on arrête ça et on se focus maintenant sur la F1, quoi. Et exactement, tu fais bien de le dire, Geoffroy, c'était sa première décision forte quand il est arrivé chez Ferrari en 73. Il a dit si on veut gagner quelque chose, il faut arrêter d'investir en endurance en F1, il faut choisir son camp et donc ce sera la F1. Ouais. Donc en effet, il n'est pas spécialement branché Sport Proto. Et à côté de ça, on a Piero Lardi, donc le fils caché d'Enzo Ferrari. C'est-à-dire que c'est un fils que Enzo Ferrari a eu dans une relation hors mariage. Enzo Ferrari était marié depuis 1923 avec Laura Ferrari. Et le mariage battait assez rapidement de l'aile. Et dès les années 30, il fréquentait une Lina Lardi avec qui il a eu une relation pendant toute sa vie, en parallèle de son mariage. Et donc de cette union est né Piero Ferrari en 1945, qui lui, en revanche, n'a jamais été vraiment reconnu. C'est toujours à pied Piero Lardi de la vie, pendant la vie d'Enzo Ferrari. Et ça a été toujours un petit peu caché, son existence a toujours été un peu cachée, même s'il a toujours travaillé chez Ferrari, il a toujours eu même des postes assez importants chez Ferrari, mais ça a toujours été conflictuel, parce que la femme d'Enzo Ferrari, Laura, travaillait aussi chez Ferrari, et les relations ont toujours été très compliquées.
il s'est toujours engagé à ce que Pierrot ne soit pas enterré dans le caveau familial. Enfin, il y a eu plein d'histoires comme ça. Ah ouais. Et oui, c'était très, très conflictuel. Et cela dit, Piero Ferrari a quand même eu, dès 1969, 10% de part dans la société. Donc, il était quand même officiellement reconnu par son père, si on peut dire. Ouais. Et donc, après la mort de Ferrari, lui, il a une ambition, c'est d'exister dans cette boîte-là. Il se dit que là, face à Di Montezemolo, il faut qu'il trouve sa place et qu'il défende son bout de terrain. Donc lui, il prend en fait le contre-pied un peu de Montezemolo, puisque Di Montezemolo veut pas d'endurance, et lui, il va défendre à fond ce projet-là. Donc les deux vont s'opposer tout le temps sur ce projet. Di Montezemolo veut vraiment... Il recrute Jean Todt, il veut vraiment tout faire pour réussir en F1. Et de son côté, Piero Lardi dit non, il faut qu'on vende des voitures aux États-Unis, donc il faut investir dans cette 333 SP. Et donc la voiture est mal née dès le début, parce qu'en fait, elle est c'est cette raison-là. mal née. D'accord. Non, mais je comprends. On va dire qu'elle n'est pas désirée par Ferrari dans son intégralité. Il y a deux ambiances chez Ferrari. C'est Dallara qui est choisi pour fabriquer cette voiture. C'est même pas Ferrari en officiel, quoi. Bah oui, c'est là qu'on voit que du coup le projet dès le début ne part pas complètement sous les meilleurs auspices. On est quand même sur un projet qui n'est pas assumé à 100% par Ferrari, même si Ferrari met quand même des personnes de la Formule 1 dans son développement, mais quand même des personnes, des ingénieurs compétents internes à travailler dessus, notamment Tony Southgate, qui est à l'époque l'un des principaux directeurs techniques chez Ferrari, qui est un ancien de chez Shadow, de chez Arrows en Formule 1, qui a travaillé aussi chez Jaguar dans le programme Groupe C ou chez Toyota. Donc c'est un ingénieur de renommée et qui va grandement contribuer à la conception de cette voiture. Mais comme tu viens de le dire, Anthony, ça se fait en collaboration avec Dallara, ce qui signifie bien qu'on est sur un programme un peu compétition client, quoi. Oui, alors ce qui a pu convaincre Di Montezemolo, c'est de se dire, bon allez, je vais le laisser faire dans son coin Piero Lardi. Et puis surtout, il y avait un intérêt aussi sur le sol américain, puisqu'aucune course de F1, si ma mémoire est bonne, ne se déroulait plus, puisqu'il y a eu Phoenix, mais ensuite, je ne crois pas que la Formule 1 retournait aux États-Unis. Donc ça pouvait quand même un peu se justifier, et c'était à moindre coût pour faire connaître Ferrari ailleurs, quoi. Donc ça n'a pas non plus été un non tout de suite, mais par contre, ce qui est rigolo, c'est que c'est une Ferrari qui a été conçue pour qu'elle soit exploitée par des teams privés, quoi. Ouais, mais alors exactement ce que tu viens de dire, mais il y a aussi quand même, faut préciser, je pense, il y a des précédents qui font que l'idée a quand même été acceptée finalement par Di Montezemolo. C'est le fait que Ferrari avait quand même officiellement, là pour le coup, mis des ronds pour développer la F40 LM. Alors ça a été embryonnaire, elle a fait une demi-saison, je crois, en IMSA en 90. Mais il y a ça, il y a quand les 24 heures du Mans acceptent de nouveau les GT en 93, il y a une 348 GTC qui est engagée par Michelotto, enfin qui est fabriquée par Michelotto et qui est engagée. Je crois qu'elle se plante dès les essais, donc elle roule même pas, mais il y a quand même des projets GT pour le coup jusqu'à maintenant qui étaient encore limités au GT, mais il y avait quand même des projets backés par Ferrari qui existait. Donc on partait pas de la 333 SP à pas réinitier une pompe qui était fermée depuis des années, quoi. En fait, il y a quand même eu quelques voitures dans l'histoire entre temps, quoi. Et celle-ci qui était récente, donc, et en plus avec un focus américain. Donc en fait, comme tu dis, il s'est dit bon, ça va pas être un budget énorme. Moretti, en fait, ce qu'on n'a pas précisé depuis le début, c'est que Moretti là de chez Momo, lui en fait, il voulait se faire un kiff, hein. En fait, il voulait gagner une dernière fois avant de raccrocher le casque et de prendre sa retraite. Il voulait gagner avec une Ferrari. Donc en fait, le gars avait tellement envie de se faire un kiff, et c'est souvent le cas chez Ferrari d'ailleurs, que c'est les clients qui initient les projets, parce que c'est une marque tellement mythique, ils ont les poches pleines, vas-y, on y va, quoi. Donc, il y a eu le cas après avec la 550 Maranello, c'est aussi une initiative privée à la base, de l'avoir en compétition. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a aussi, on va pas rentrer dans les détails, mais avec les 499P, il y a aussi des intérêts privés derrière l'engagement de Ferrari. Bien sûr. Des propriétaires richissimes de châssis qui font les 24 heures du Mans. Il y a toujours un lien avec les propriétaires indépendants et privés. Donc là, c'est quand même le délire de Moretti. Et effectivement, ça donne dès le départ une inclinaison qui sera pas fatale, mais que la 333 SP va tirer tout au long de sa vie. C'est que elle est pensée avant tout pour le marché américain. Enfin, pour gagner aux États-Unis en tout cas. Et pas en Europe, et encore moins au Mans.
Ouais, parce que Moretti, il a des intérêts aux États-Unis. Enfin, Ouais. Momo, c'est Ouais. vraiment une boîte qui prend de l'ampleur. Et puis, lui, il a commencé à rouler en 61. Il voulait terminer, comme tu disais, sa carrière un peu pour, bah voilà, honorer aussi l'Italie. Et on sait que c'est une histoire de passion, hein, évidemment, les tifosi et les Italiens qui veulent rouler en Ferrari. Donc, du coup, le projet est lancé. Le projet lancé pour ce rêve américain, donc il sogno americano. Mais avec ça, bah, on a quand même aussi à la fois le châssis, mais on a quand même un moteur qu'on connaît, mine de rien. C'est ça. Alors, le projet est lancé en mars 1993, Ouais, pour l'info. ouais. Oui. Et par rapport à ce que tu disais, Geoffroy, c'est là que c'est difficile de démêler vraiment ce qui a motivé Ferrari. C'est que la décision est quand même prise à la suite d'une réunion qui s'est tenue entre donc, Piero Lardi Ferrari, le fils, Jean-Pierre Moreau, qui était le vice-président de la CO, et le patron de l'IMSA, Ouais. et Gianpiero Moretti. Ces Ouais. 4 personnes-là se Ouais. sont réunies en mars 93 pour définir les lignes du règlement WSC, dont tu parlais tout à l'heure, Geoffroy. Et c'est suite à cette réunion que Ferrari s'est dit « OK, feu vert ». Donc ils l'ont quand même fait en sachant que la voiture serait éligible aux 24 heures du Mans. Donc Ouais. c'est là qu'on peut se dire « OK, ils l'ont fait pour le marché américain », mais ils l'ont quand même fait en connaissance de cause que la voiture finirait forcément par aller au Mans, puisqu'elle y serait éligible. Ouais, non, mais Bah oui, et puis au vu de l'histoire de Ferrari au Mans, c'est pas illogique, Geoffroy, de retrouver aussi quand même cette envie d'aller se battre dans la Sarthe. Non, mais clairement, après, c'est là où on retrouve des jeux de politique qu'on a encore actuellement. C'est que la catégorie WSC, la CO, je pense, a toujours eu une volonté, ou a toujours fait en sorte que ça soit pas forcément la catégorie avec laquelle tu puisses te battre pour la victoire au général, ou en tout cas que ça soit plus compliqué, parce qu'il y avait les LMP. Enfin, en fait, c'est. Oui, l'histoire se répète. Ouais, avec les LMDH et avec les LMH. Non, mais en fait, il y a surtout eu, je pense, ces rendez-vous, comme tu dis, avant, début 93, et même avant, on imagine, puisque le projet a été lancé février-mars 93, il y a surtout eu des échanges pour dire, si on le fait, la voiture, elle est conforme en 94 quand on arrive. Parce que je vous rappelle qu'il faut un moteur dérivé de la série, et depuis tout à l'heure, on parle d'un moteur qui vient d'une Formule 1. Donc en fait, Attends, on n'en parle pas la justement. première, je voudrais les que tu deux me l'évoques. premières saisons, les 2 premières saisons, elle a roulé, enfin la première au moins, je sais plus quand est sortie la F50, mais elle a roulé avec un moteur qui n'était pas implanté dans une voiture de route, quoi. Ah, Ouais. d'accord. Parce que c'est Alors le que- F1, non, le F130E qui a été utilisé en Formule 1 par la Scuderia et qui a inspiré celui de la F50. Ouais, bah c'est une version dérivée, on va dire. Enfin, c'est ce que moi je suis pas ingénieur motoriste, mais de ce que j'en ai compris, il y en a une version 4.7 qui est dans la F50, mais du coup qui sort en 95, mais du coup en 94 quand elle débarque, c'est pas à mi-saison, mais en tout cas elle loupe les épreuves d'endurance américaines du début de saison. Bah la 333 SP elle est pas homologuée. Enfin normalement elle peut pas rouler puisque. Mais on a toujours eu, enfin ces problèmes-là, il y en a plein. On cite souvent la Ford GT en 2016 aux 24 heures du Mans, c'est pareil. La Dauer, La Dauer Porsche. Bah la Dauer, si ça va, ça passe. Non, Non, le bon, ça le passe. cas le plus proche pour moi c'est la Ford GT en 2016 où c'est une GT en GTE Pro et il y en avait aucune qui avait été livrée à un client, quoi. Ah oui, d'accord. La Dauer Porsche, elle passe. C'est une GT. Tu la prends dans la rue. Bah ouais, tu pouvais je l'acheter à sais pas, l'époque. c'est une- Ah oui, d'accord. Ouais, bon, ok. Allez, admettons. Ouais, non, ça. Ouais, ça on est vraiment sur une spéciale Ferrari dans toute l'histoire, hein. C'était le cas aussi avec les 250 GTO dans les années 60. C'est que souvent Ferrari a engagé ses voitures en GT Oui. en promettant que les quotas allaient être respectés, et Ouais. ça a relativement souvent été le cas quand même. Mais disons qu'à l'instant T, c'était pas le cas, et par rapport au point de règlement que tu soulevais tout à l'heure, Geoffroy, en effet, le moteur doit être issu de la série, et au moment où la voiture arrive en compétition en 94, la F50, on n'en a pas encore vu une image Non. à l'époque. Donc. C'est clair. Et d'ailleurs, c'est en 95 que vraiment le critère qui a été établi par la CO et l'IMSA va être validé, ou en tout cas en début d'être validé, parce que quand la F50 sort, et en fait, ce moteur V12 qui est passé de 3,5 litres à 4 litres va justement équiper la F50, et donc, par effet de rétrogradation, j'allais dire, on va retrouver ce moteur dans la 333 SP, et donc du coup le critère va être validé. Mais c'est vrai que c'est un peu tiré par les cheveux. Bon, en tout cas, ce moteur, donc moteur V12, on va dire que c'est un Ferrari classique. Ouais. Et pourquoi on l'appelle 333 SP cette voiture? Alors bah ça c'est comme la 499P d'ailleurs, et comme bien d'autres modèles chez Ferrari, j'imagine. J'avoue que j'ai pas un spécialiste. Moi qui adore ça, pourtant, la signification des numéros Ah ouais. et des noms, j'ai pas tout le détail chez Ferrari. Mais là, en tout cas, c'est juste un calcul mathématique en prenant la cylindre, en prenant le nombre de cylindres et la cylindrée totale. En gros, vu que c'est un moteur 4 litres et qu'il y a 12 cylindres,
Si on divise 4 litres par 12, on obtient 333, c'est la cylindrée c'est la capacité de chaque cylindre, on va dire. Donc 333 et SP pour Speciali Prototipi ou Sport Prototype. Il y a 2 versions, mais c'est ça la signification. Et donc la 499P, c'est pareil. Là, tu vois, je me fais un croc en jambe, mais vous chercherez, je sais plus ce qu'elle a comme bloc. mais voilà, non, mais d'accord. ouais. Ah, non, c'est intéressant. Ah oui, il faut diviser. Il faut être déjà un sacré expert. Bon, on demandera à Philippe Coblence et à tous les motoristes qu'on connaît de nous expliquer tout ça. En tout cas, un moteur qui développe quand même 641 chevaux, qui a un régime moteur qui va vers les 11 000, 12 000 tours minute. Et finalement, cette barquette, c'est assez logique, mais elle est légère et elle ne fait que 862 kg. Donc ça veut dire que ça devait être pas facile à mettre au point et à gérer, en fait, non? Ouais, d'ailleurs, la puissance là, dont tu parlais et le régime moteur surtout sera l'un des points de friction, hein, puisque ce régime moteur va être revu, le régime maxi va être revu à la baisse, un peu de façon, comme on a souvent vu dans l'histoire de l'endurance, un peu façon BOP, quoi. Dès son arrivée en 94, la Ferrari gagne tout de suite beaucoup de courses. Et comme en plus il y a cette problématique que la F50 n'est pas sortie et que pour l'instant le moteur n'est pas vraiment homologué, du jour au lendemain, l'IMSA décide de réduire son régime maxi à 10 500 tours minute, ce à quoi les clients de la Ferrari n'étaient pas forcément préparés. Mais voilà, ça c'est un peu comme toujours dans l'histoire de l'endurance, on s'arrange un petit peu avec les règlements pour faire respecter l'équité sportive. Mais c'était pas de la même manière que c'était. Enfin, je crois que c'était pas fait de la même manière, c'est-à-dire que côté Le Mans, c'était via un restricteur d'air et pas aux États-Unis. Enfin, en fait, en gros, je pense qu'elle avait un peu plus de couple, enfin un peu plus de régime maxi. En fait, non, le truc c'est que côté Le Mans, enfin, non, je pense que tu dis est vrai, mais surtout côté Le Mans, c'était annoncé. Dès cette fameuse réunion de 93, Ferrari savait déjà que la voiture serait en difficulté au Mans pas les 11 000, par une limitation du régime moteur, alors qu'aux États-Unis ça s'est fait du jour au lendemain entre deux courses. On a arrangé ça pour un peu réduire les performances de la voiture qui commençait déjà à tout gagner dès son arrivée. Alors j'anticipe un peu, mais on va quand même le dire puisqu'on est le côté moteur. Il n'y a pas eu qu'un moteur Ferrari dans une Ferrari 333 SP. Il faut m'expliquer ça, les gars. Ouais, alors ça c'est la fin quand t'es. Ça c'est pas le bouquet final. Ouais, c'est pas les grandes heures. En fait, c'est énorme. Là t'anticipes pas mal, mais en gros, la 333 SP, ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que, bon, on en parlera tout à l'heure, il y a un côté où c'est une Ferrari prototype qui a fait Le Mans, donc c'est une voiture qui pourrait jouir d'une aura énorme, et pour autant, moi je la mets pas dans mon top des voitures les plus mythiques, et pourtant elle a eu une carrière étalée sur une période de 10 ans, c'est ça qui est assez énorme, c'est que à peu près, hein, ça commence mi-94 et les dernières c'est 2003. Et effectivement, en 2003, donc là on est vraiment sur le fond du... Non, dès 2001. Oui. Attends, tu rigoles. Dès 2001, il y a un autre jusqu'à moteur. 2003, il y en a un exemplaire notamment, il y en a eu plusieurs je crois, mais il y en a un notamment, qui roule avec un bloc Judd. En fait, à la fin, ce fameux moteur commençait à dater un petit peu, ça c'était la raison qui était évoquée, et puis je pense qu'il y avait aussi le côté exploitation, coût d'exploitation, économie, facilité, simplification et transition vers une nouvelle génération de voitures, ce qui fait qu'il y a l'équipe Doran notamment, Doran Lista, ils ont roulé avec un bloc Judd, ce qui est un anachronisme total, mais moi j'adore, c'est ce que je disais dans un épisode il n'y a pas si longtemps, pourquoi pas, en fait aujourd'hui on devrait avoir des hypercars sur lesquels on devrait avoir de la liberté, on achète un châssis, puis dedans on met un bloc, peu importe le bloc, bon, si on peut éviter quand même les trucs un peu chelous, voilà, mais ouais, il y a effectivement une Alpine Mercedes par exemple, non, mais on peut éviter. Mais tu vois, il y a eu ça, mais il y a eu au tout début du WSC par exemple, il y a eu une Spice à laquelle on a coupé le toit et on a mis un bloc Ferrari à l'intérieur. Bon, tu vois, ça choque moins dans cet ordre-là. Tu te dis une Spice avec un bloc Buick ou Ferrari ou Ford ou je sais pas quoi, tu vois, ça te choque même pas. Là, une Ferrari avec une Ferrari moteur Judd. Bon. C'est le mythe un peu, ouais, j'avoue. Mais bon, effectivement, ça existait. Ouais. C'est quand même dingue. Série un peu limitée quand même pour cette auto parce que il fallait en construire pour les États-Unis, pas forcément déjà pour les 24 heures du Mans, ou on y pensait quand même, Julien? Non, clairement, Ferrari, justement, c'était un point de friction. C'est qu'en fait, Ferrari a fait cette voiture pour le marché américain et en réalité n'a jamais eu l'envie que cette voiture vienne au Mans et a un peu même tout fait pour dissuader ses clients de l'engager aux 24 heures du Mans. Parce que Ferrari, je pense, était conscient que cette voiture n'allait pas gagner Le Mans.
En tout cas, pas avec les propriétaires qu'elle avait. Et du coup, Ferrari n'avait pas spécialement envie de voir la voiture débarquer aux 24 heures du Mans. Mais les clients, une fois qu'ils étaient propriétaires des voitures, c'était pas des programmes semi-usine ou quoi, c'était des programmes qui étaient totalement privés. Donc une fois qu'ils avaient la voiture, ils en faisaient bien ce qu'ils voulaient. Donc ça n'a pas empêché la voiture de venir rouler au Mans. Mais c'était vraiment pas le but de Ferrari. Et c'est même bien d'ailleurs, je pense, qu'il n'y ait pas eu d'implication officielle, dans le sens où c'est ça qui, enfin, bon, il n'y a pas eu de victoire au Mans, mais c'est ça qui a aussi permis d'avoir plusieurs configurations aéro. Alors c'est pas violent quand tu regardes les photos, mais elles sont quand même plus ou moins toutes différentes au Mans. Il y a eu des kits aéro développés dans un coin, des petites améliorations, machin. Il y a aussi eu des manufacturiers différents à chaque fois. Enfin, en fait, faut se dire que ça roulait en Yokohama, ça a roulé en Michelin, en Dunlop, en Pirelli, en tout ce que tu veux à l'époque. Et comme tu le dis, hein, chaque équipe a fait ses petites configurations, carrosserie, châssis, etc. En fait, Ferrari a suivi le projet pendant 1 an. La dernière update, elle est de 95, début 95. Ils font une mise à jour de la voiture à ce moment-là, qui inclut pas mal de... Il y a un capot avant qui est refait. Il y a les plexis aussi, vous savez, au niveau des arceaux latéraux sur... Au niveau du pilote, là, il y a des petits plexis qui sont coincés entre les tubes d'arceaux. Ça a été fait en 95. Voilà, il y a des prises d'air qui sont un petit peu différentes, des amortisseurs Penske, etc. Pas mal de modifs. Celles-ci, ce sont les dernières qui sont faites par Ferrari. Et tout ce qu'on voit arriver ensuite, et notamment Moretti, qui a fait des grosses évolutions ensuite, avec des jantes en magnésium, les jantes noires là, qui sont très belles sur la voiture de Moretti. On a aussi le phare central là, au niveau de la petite bulle du pilote. Toutes ces choses-là, là je vous parle des choses les plus visibles parce qu'en fait il y a aussi une lame avant qui est beaucoup plus basse. Enfin, tout a été vraiment aussi, assez profondément revu au final. Il y a eu des tests. Tout ça, c'est des modifs qui sont faits par Moretti. Il n'y a pas eu aussi une équipe française, de grosses équipes. Celle de Bourrèche, JMB, qui a aussi peut-être un petit peu allongé, je sais plus, le châssis. Et ça marchait en 99, il y a des photos où elle a une queue longue en fait, la caisse. Et ça, enfin, mais sauf que ça n'a pas plu à Ferrari. Pas du tout. Ça n'a pas plu du tout à Ferrari. C'est dingue quand même. Alors que la voiture pouvait mieux fonctionner. Après, ce qu'il faut voir, c'est que là, on va vraiment, là, on saute vraiment à la fin de l'histoire. Là, on est en 99. La voiture, elle est complètement cramée. Enfin, là, en 99, on est sur l'une des plus grosses éditions des 24 heures du Mans avec les Toyota GT1, les Mercedes CLR, etc. Et du coup, dans ce contexte, la Ferrari, elle a plus de 5 ans. Elle est vraiment obsolète. Et comme tu viens de le dire, Anthony, avec ses modifs, JMB passe d'un temps autour de 3,44 en 98 à 3,37 en 99. Donc, les modifs fonctionnent réellement. Mais cela dit, elle est quand même 14e en qualif parce qu'elle est complètement larguée, la voiture. Ouais, c'est ça. Bon, revenons un petit peu. Donc, j'ai bien vu que je vous agace à aller plus loin dans l'histoire. Revenons au début, 94-95. Donc, 94, on l'a dit, les débuts aux États-Unis fonctionnent très bien parce qu'il y a la victoire à Road Atlanta, même un doublé dès la première sortie de la voiture. 2 heures. Il y a des victoires à Watkins Glen, Indianapolis. C'est pas le Petit Le Mans. J'ai dit quoi ? Non, mais t'as dit Road Atlanta, mais pour les gens qui nous écoutent, c'était pas le Petit Le Mans à l'époque. Ça durait 2 heures la course. Ah non. Tout à fait. C'était la première course ou l'une des premières courses de la saison, parce que les premières courses ont été manquées. Et dernière victoire à Laguna Seca pour conclure une bonne année 94. Comment on voit les choses là au fil des victoires justement de l'autre côté de l'Atlantique ? Est-ce que Montezemolo, qui est plus occupé en Formule 1 et où ça regagne d'ailleurs à cette époque, voit d'un œil intéressé ou pas du tout ? Là, on laisse de côté Piero Lardi et Moretti faire leurs affaires. Là, Ferrari a complètement lâché. Eux, ils ont fait leur dernière mise à jour à début 95. Donc, ils vont s'en occuper une dernière fois pour essayer de fiabiliser un peu la voiture qui a quand même du mal à tenir sur les manches un peu longues. Donc, Ferrari va quand même se préoccuper un petit peu de ça pour quand même délivrer une voiture digne de Ferrari. Mais vraiment, Ferrari se désintéresse complètement du projet. En revanche, la voiture, aux États-Unis, c'est vraiment une bête à gagner. Comme tu viens de le dire, Anthony, d'entrée de jeu, elle se met à rafler toutes les courses. L'année 95, l'année suivante, aurait dû être très disputée en IMSA parce que Porsche voulait venir se battre avec Ferrari
avec la Porsche WSC, donc qui était une voiture qui était un petit peu issue de la Jaguar XJR14 à laquelle on avait coupé le toit et mis un moteur de 962 dedans. Sauf que voyant cette voiture-là arriver, l'IMSA, un petit peu à sa façon pareil, décide d'interdire le turbo en IMSA du jour au lendemain. Donc la voiture se retrouve vraiment, elle existe, elle vient participer aux essais Daytona et ils apprennent sur le champ que finalement ils n'ont plus le droit de citer dans la discipline. Donc Porsche remballe sa voiture et la refile à Yost et la voiture va gagner 2 fois Le Mans pour le coup en 96 et 97. Du coup Ferrari se retrouve un petit peu seul à batailler en IMSA avec des Riley Scott qui sont des voitures d'une conception tout autre. Attention on à va dire que ça fonctionne via une BOP parce que comme je disais tout à l'heure, rapidement la Ferrari est un petit peu bridée en régime moteur et à l'inverse la Riley Scott est un petit peu aidée par le règlement, donc on arrive à une très belle bagarre entre les deux voitures, mais un petit peu artificielle quand même. Oui, alors c'est peut-être un petit peu artificiel, mais cela dit, 95, c'est le premier titre majeur pour Ferrari, enfin pour cette voiture, la 333 SP, avec Evans, Van de Poel quand même, ancien pilote de Formule 1, Firmin Vélez. Ils ont quand même fait une super année et c'est une belle domination qui, pour autant, ne va pas se traduire en France et en Europe, surtout aux 24 heures du Mans, contrairement à ce que tu nous dis avec la TWR Porsche, quoi. Ouais. Parce que honnêtement, là c'est peut-être mon avis perso, Geoffroy, tu auras peut-être un avis différent, mais je pense que le niveau en IMSA à l'époque est quand même très loin de ce qui se fait aux 24 heures du Mans, même si on n'est pas dans la plus grande période des 24 heures du Mans non plus. Et honnêtement, l'équipe d'Andy Evans, quand elle débarque aux 24 heures du Mans, elle se retrouve confrontée à une équipe privée, Yost, qui est sur une autre planète en termes de préparation des voitures et de connaissance de la course. Et donc, je pense que c'est là que c'est vraiment dommage. Tout à l'heure, Geoffroy, tu disais que c'était bien finalement que Ferrari n'ait pas trop mis son nez dans cette histoire-là parce que ça a permis d'avoir des versions très différentes de la 333 SP. Et c'est vrai que c'est ce qui fait la richesse de son histoire. Maintenant, je pense qu'on peut quand même vraiment regretter que Ferrari ne se soit pas impliqué. Honnêtement, avec un petit peu de budget, je pense que cette voiture avait 2 victoires aux 24 heures du Mans facile. Les 2 que Yost a remporté, la victoire en 96-97. Je pense qu'elle est facile pour Ferrari, et même celle de 95 remportée par la McLaren F1 GTR. Je pense qu'on a 3 victoires qui étaient relativement faciles pour Ferrari. Maintenant, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'à l'époque, il n'y a pas un vivier d'équipes capable d'engager ce genre de voiture comme on peut l'avoir aujourd'hui. Aujourd'hui, on a plein d'équipes, on a Jota, Oreca, IDEC, on a des tas d'équipes hyper pro, hyper structurées qui sont capables de soutenir un programme d'usine. À l'époque, ça n'existe pas. Il y a TWR en Angleterre, mais qui est plus affilié à des constructeurs anglais, on va dire plus affilié à Jaguar. On a Yost qui est associé à l'époque à Porsche. Et Ferrari, s'ils veulent s'associer à une bonne équipe en Europe, en Italie, il n'y a rien du tout. En France, Oreca n'est pas encore ce qu'ils sont aujourd'hui. Ils le sont devenus avec le programme Viper, mais à l'époque, Oreca n'est pas du tout ce qu'elle est aujourd'hui. Donc finalement, est-ce que Ferrari pouvait faire un programme semi-usine comme ça se fait aujourd'hui? Je pense qu'en fait, c'était très difficile à monter à l'époque. Non, il pouvait peut-être pas trop, mais tu vois, il y a Euro International qui s'appelait à l'époque Euro Motorsport Racing avec Antonio Ferrari, justement, qui est aussi de la famille d'Enzo, et qui a exploité cette voiture pour la première participation de la Ferrari 333 SP en 95, avec quand même un René Arnoux qui vient s'intégrer dans ce projet. Je trouve ça fou quand même de se redire que c'est quand même la famille Ferrari qui va être aussi une équipe qui va engager cette voiture en 95, même si ça se termine tôt. Alors certes, mais la préparation est catastrophique. René Arnoux, il est connu le mardi soir, la veille des essais. Il est recruté dans l'équipe. Et donc, en fait, c'est dire le niveau de prépa. Et même plus loin, je crois que Pescarolo a été approché et qu'il avait essayé la caisse et que lui il a dit que j'ai plus de chances de gagner avec la Courage qu'avec la Ferrari. Et donc en fait, Pescarolo a refusé le volant de la 333 quoi. D'accord. Honnêtement, ça colle. Donc, les préparatifs de cette course en 95 sont catastrophiques. La voiture qui est censée courir, elle a accidenté au mois d'avril. Un accident terrible à Road Atlanta où les 2 pilotes manquent de mourir. Elle se fait percuter par une Spice lancée à pleine vitesse.
Du coup, l'équipe, vous pourrez le trouver. Hein, oui. Vous tapez Il y aura le lien en description. Ferrari 333 SP, Road Atlanta Crash, vous allez tomber dessus. C'est d'une violence. Honnêtement, je pense que c'est un des plus violents de l'histoire. Il est vraiment terrible, ce crash. À ce point-là, attends, c'est avec Barbazza et Jeremy Dale. Ok. C'est ça. Ouais. Mais il n'est pas décédé, hein. Non, il n'y a aucun des deux pilotes n'est décédé, mais la violence est vraiment extrême. Donc le châssis est mort. Donc l'équipe trouve un châssis non utilisé qui a jamais couru de 333 SP. Ils essayent de l'adapter un petit peu aux 24 heures du Mans. Ils font des essais pour faire une config un peu Le Mans eux aussi. L'équipe Euromotorsport était basée à Indianapolis à l'époque. Je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc ils lui font quand même un capot spécial, il y a un aileron un peu spécial. Ils font des modifs Le Mans. Mais tout ça se fait vraiment en last minute. Et surtout, le truc qui va plomber la participation de la voiture, c'est la réglementation qui est un petit peu différente sur 2 points. Déjà, c'est le système de contrôle du régime moteur maximum qui n'est pas le même en IMSA et aux 24 heures du Mans. Donc l'ACO va recaler la voiture au pesage, ce qui va faire que la voiture ne va pas être créditée de temps jusqu'au jeudi soir à 16h où elle va rapidement faire un tour de qualif et se qualifier 17e un petit peu à l'arrache, donc ça va vraiment perturber les essais. Et l'autre point, c'est que l'indice d'octane n'est pas le même en IMSA qu'en Europe. Il est à 103 en IMSA et à 98 en Europe, comme dans nos voitures. Et ça, pareil, ça cause quand même des problèmes qui sont réglés pour le coup par Ferrari. Donc c'est Ferrari qui adapte la cartographie du moteur pour le faire fonctionner. Mais là-dessus, le patron de l'équipe Euromotorsport a toujours dit, Massimo Sigala a toujours dit, enfin, en tout cas, à cette époque-là, ce qu'il disait, c'est que Ferrari avait un petit peu fait exprès de mettre des réglages qui allaient faire briller un petit peu la voiture en début de course, mais il savait que la voiture n'avait aucune chance de tenir très longtemps, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on voit souvent sur les palmarès, en tout cas, que sur les premières heures, on va dire, voilà, ça brille, mais par contre, ça tient pas longtemps, alors que le moteur était censé être fiable, normalement. Ouais, là, ça dure 7 tours, donc c'est vraiment... Mais ça quand tu dis les premières heures, tu pousses un peu loin. Non, mais ça remontait vite. Par contre, c'est vrai que oui, elle remontait vite. Mais ce qui est marrant, c'est que là, tu parles de l'implication, entre guillemets, de Ferrari qui volontairement fait des réglages pour... que ça brille un petit peu, même s'il savait que ça allait pas aller plus loin. Parce que tant qu'à faire, autant briller pendant 7 tours et exister que faire une course anonyme qui se termine à 3h du matin. C'est pas faux pour un premier engagement. Ouais, c'est vrai. Et l'année d'après, 96, j'avance un petit peu dans le temps, mais y a une Ferrari qui est en pôle provisoire le mercredi, parce qu'à l'époque, on n'avait pas l'hyperpole, on n'avait pas une seule séance, une séance qui amène au meilleur temps. On roulait tout le temps, et en gros, tu prenais les meilleurs temps, et voilà. Il y avait des séances, historiquement, le mercredi et le jeudi, et à la fin de la journée du mercredi, c'est une Ferrari qui est en pôle provisoire. C'est laquelle ? C'est la belge ? Non. Je pense que ça doit être ça. Je pense que c'est la belge. De toute façon, les deux sont engagés par la même équipe, le Scandia Motorsport, qui est l'équipe d'Andy Evans. Elles sont juste sous des entités un peu différentes. Mais juste, encore une fois, je te laisse finir après, Geoffroy, mais encore une fois, l'équipe n'est pas au niveau, n'est clairement pas au niveau. Alors c'est marrant parce que ça gagne au state, mais en Europe, elle n'est pas au niveau. Pour montrer un petit peu le niveau d'amateurisme, le camion de l'équipe, il n'est pas homologué pour rouler en Europe. Ils n'ont pas fait les démarches. Ils sont bloqués au Havre pendant plusieurs jours avant de pouvoir venir au Mans avec une autorisation spéciale un peu faite à l'arrache. Andy Evans, qui est le patron de l'équipe, il veut à tout prix prendre le départ. Il se crache après 2 tours. L'équipe, lors des essais, elle a roulé pendant 2 soirées d'essais. Elle n'a pas fait des calculs de consommation. Donc en course, ils sont paumés avec la conso des bagnoles. En fait, l'équipe n'est pas pro du tout. T'as raison, parce qu'il tombe en panne d'essence après 4 heures de course en 96. Non, mais... Et tu vois, moi, là où le point où je voulais en venir, c'était l'intervention de Ferrari. C'est que, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai appris, il y a un coup de fil. À l'époque, il y avait le téléphone fixe qui avait sonné. Téléphone rouge a sonné. Il y avait un coup de fil qui disait n'en faites pas trop. Et en gros, demain, parce que souvent c'était ça, pour les plus anciens qui ont connu 4 heures du Mans, ça roulait le mercredi, et puis souvent le jeudi ça allait plus vite. Pourquoi ? Parce que, sauf s'il flotte évidemment, mais la piste s'améliorait, on allait chercher les temps. Enfin voilà, la soirée du jeudi, traditionnellement, il y avait parfois la pole position qui sortait là. Donc il y a eu un coup de fil de la part de Ferrari qui disait
n'y allez pas les gars en fait. Enfin, allez pas chercher la pole parce que sinon demain dans les journaux, en Italie, partout, il va y avoir les gros titres. Ferrari en pole des 24 heures du Mans, une Ferrari qui est favorite, ça serait l'histoire 30 ans, enfin 20-25 ans après la dernière victoire. Donc apparemment, il y a eu une consigne qui a été passée à l'équipe. Alors ça fait un peu un parallèle avec ce que tu viens de dire, Julien. Est-ce qu'ils ont vraiment une consigne de dire n'y allez pas trop fort, ou alors est-ce qu'ils étaient vraiment avec des bras cassés? Mais apparemment, il y a eu cette information de dire forcez pas trop les gars, juste essayez de finir quoi, ça serait pas mal. D'accord. Parce qu'ils n'ont pas fini. Je comprends, parce que c'est dommage, parce que les pilotes étaient bons. On voit quand même que l'équipe n'est pas au niveau, mais la voiture, alors on voit que ça vient quand même. La voiture est déjà plus fiable que l'année précédente. Elle avait fait quelques tours l'année précédente. Là, la voiture tient une bonne partie. Après 14 heures de course, elle pointe en 5e position à la voiture du Racing for Belgium. Eric Van de Poel, en pleine nuit, fait le meilleur tour en course en 3,46. Meilleur tour qui restera jusqu'à l'arrivée. Et finalement, il y a Eric Bachelard qui sort de la route et qui élimine la voiture. Mais cette année-là, elle commence mais oui, en perfo. Marco Sainz, Eric Van de Poel et Eric Bachelard. Enfin, franchement, c'est pas rien, quoi. Non, là, il y avait je veux dire, vraiment, avec un petit coup de pouce de l'usine, enfin, une bonne équipe, honnêtement, là, ça joue. Là, il y avait podium. Hein. Ah oui, victoire. Clairement. En fait, le potentiel de la voiture, je pense, Geoffroy, tu seras d'accord avec moi, mais le potentiel, à mon avis, est meilleur que celui de la Porsche qui gagne en 96-97. La Porsche, ça reste un montage bancal d'un châssis qui a déjà 5 ans, de celui de la Jaguar IGR 14, avec un moteur Porsche de 962. Honnêtement, la Ferrari, sur le papier, c'est une vraie WSC conçue, vraiment pensée pour ce règlement-là, qui est pensée pour ce moteur-là, le V12 Ferrari, qui est un excellent moteur. Honnêtement, c'est un moteur de Formule 1. Donc, sur le papier, je pense qu'elle est mieux que la voiture qui gagne. Alors, mais par contre, moi je voulais quand même revenir sur ce fait que ce soit une série un peu limitée, entre guillemets, puisque comme Ferrari n'a pas suivi officiellement, on comprend, mais c'est Dallara d'abord qui a construit des châssis, puis ensuite c'est Michelotto. Est-ce que ça a eu une incidence, un impact là-dessus, ou pas spécialement? Pourquoi c'est pas un seul constructeur, j'allais dire, qui construit tous les châssis de 333 SP? Là-dessus, franchement, j'ai pas de billes là-dessus, je sais pas trop, je sais que... C'est bizarre, hein. La logique chez Ferrari de fabrication des châssis, et là qu'on parle de voitures de course ou de voitures de route, ça a toujours été un truc compliqué. Ils annoncent des chiffres et c'est rarement ceux-là qui sont tenus. En général, ils en font plus, ou ils en font plus ou ils en font moins, mais la traçabilité des châssis est toujours un peu complexe. Là, je pense que, Julien, peut-être que tu sauras mieux que moi, mais je pense qu'ils ont voulu se débarrasser du bébé avant tout, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Pour moi, ça témoigne juste du désintérêt de Ferrari. Au début, il y avait un partenaire privilégié qui était Dallara, qui avait en partie conçu la voiture et qui la fabriquait. Et là, ça montre qu'on refile ça à Michelotto. J'ai envie de dire, on refile ça à Michelotto. À Michelotto, ils vont prendre ces bons vieux mecs de Michelotto. Et puis surtout, Dallara avait une logique aussi monter en puissance sur la monoplace, se construisait cette image. Là, il y avait aussi un espèce de savoir-faire qui pouvait utiliser et à moindre coût faire un truc en prototype, parce que beaucoup de gens ont quand même décrit la 333 SP comme une Formule 1 biplace, quoi. Donc, en fait, ils ont utilisé... Je pense que chacun y voyait son intérêt, quoi. Dallara et Ferrari voyaient leur intérêt mutuel à construire une bagnole qui a un gros ADN de F1, avec des prix, en essayant de tirer les prix, en ayant aussi la logique compétition privée, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, mais ça a été donc instigé par Moretti, qui est un peu le père de la 333 SP. La révision moteur, comment on appelle ça, réflexion moteur complète, c'était tous les 5000 km, ce qui est énorme pour une voiture qui est destinée à du sprint, à la base, parce que ça, c'est vraiment pour la config course IMSA. Pour Le Mans, effectivement, il faut un bloc dédié, mais ce que je veux dire, c'est que réviser un moteur intégralement tous les 5000 km, c'est pas mal en fait, c'était plutôt bien pour une équipe privée. Les tarots, on était autour du $1 million à l'époque pour une 333 SP, avec des pièces, avec un ou deux moteurs, je crois, en supplément. Ça se tenait, quoi. En termes de package global, ça se tenait vraiment, et donc c'est pour ça que les équipes privées se sont mis dedans. Mais c'est aussi pour ça que Ferrari, en fait, ils ont fait rentrer de l'argent avec ça, ils se sont pas impliqués, et effectivement... il manque 2 victoires au Mans, il manque 96 et 97, clairement. En plus, qui sont des victoires Porsche que Porsche ne revendique quasiment pas. C'est quand même fou, quoi. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, ces 2 années-là.
Mais par rapport, je rebondis juste sur le côté désintérêt un petit peu de Ferrari. Il y a une anecdote qui illustre un petit peu ça, c'est que l'équipe de développement de la voiture avait quand même donc accès. La voiture était quand même fabriquée au début. Je parle du process, c'était quand même fabriqué et développé dans les ateliers de la Scuderia Ferrari, donc à côté de l'équipe de Formule 1. Ils avaient un petit coin pour eux. Mais quand ils voulaient faire des essais à Fiorano, ils passaient après la Formule 1. Et donc, comme à cette époque-là, il n'y avait pas de limitation d'essais, les F1 roulaient toute la journée et souvent la 333 SP roulait la nuit en fait. Le développement, ils faisaient les 3-8, ils faisaient les Allez, heures John de nuit. Perrault, allez, on te laisse rouler à minuit. 19h, quand le soleil se couchait, c'était Mauro Baldi qui prenait le volant de la 333 SP pour la développer et qui faisait des heures de nuit. Donc ça voilà, ça montre un petit peu l'ambiance. C'est quand même... Non, c'est quand même incroyable. Alors attends, parce que malgré tout, on voit qu'en 95, il y a eu des succès, il y a eu un titre en IMSA et victoire aux 12 heures de Sebring. En 1998, il y a une victoire en 24 heures de Daytona. Tu te dis, bah ça commence bien. Et finalement, 98, je suis désolé, mais c'est pas si mal. Déjà, alors il y a 4 voitures qui sont engagées dans cette édition des 24 heures du Mans. Et il y a quand même une victoire. Alors oui, certes, en catégorie LMP1, mais c'est quand même une victoire, non ? Ouais, on a sauté 97, qui est quand même... troisième, première arrivée de la catégorie. Elle finit troisième de catégorie, mais sixième au général. Et je pense que la performance est plus belle en 97 qu'elle ne l'est en 98. D'accord. Quand même. Elle est plus proche, je pense. En fait, si on regarde le classement, elle est plus proche en nombre de tours des premiers qu'elle ne l'est en 98, où elle gagne certes sa catégorie, mais en étant très très loin du compte. Attends, 332 tours en 98 et 97, ils font 321 tours et les premiers font combien ? Alors attends, je regarde parce que j'avais pas préparé ça. Mais ça après c'est les fameux vainqueurs de catégorie. Tu sais, il y en a eu tellement là des P2 à l'époque. C'est vrai. Vainqueurs de catégorie qui sont 37e au général. C'est vrai qu'ils rendent 40 tours aux vainqueurs en 97. Ouais. Après, il y a quand même un vrai loupé sur 98 où parce que de mémoire, ça gagne, ça gagne Daytona en 98. Donc c'était l'objectif en fait à la base. C'était ça pour Moretti. Moretti, il voulait gagner Daytona une dernière fois et après il raccroche les gants. Donc ça il le fait. De ce que j'ai pu voir, j'ai pas consulté le tour par tour, vous m'excuserez des 24 heures de Daytona, mais de ce que j'en ai compris, Gianpiero Moretti, il a mis les gants et le casque et il a fait les 6 derniers tours de la course. C'est tout. Voilà, d'accord. C'est comme Winter là, tu sais. Ouais, c'est John Winter ça, parce que c'est Baldi, Baldi, Tace et puis Luyendik qui ont fait le reste de la course. Donc ça gagne Daytona. Je sais plus si ça regagne Sebring, mais je crois que oui. Si, ils font la même année, ils font Sebring Daytona. Ils font Petit Le Mans. Le 98, c'est la grosse année. Ils font Petit Le Mans pour la première édition et ils font pas Le Mans. Enfin, ils gagnent pas Le Mans. Et tu vois, la série, elle était toute tracée. Enfin, c'est juste que il y a un raté aussi sur 98. Le problème, c'est qu'en face, t'as Porsche avec la meilleure caisse possible, quoi. Bah oui, attends, il y a un raté oui et non. C'est la victoire en catégorie LMP1 parce qu'à cette époque-là, il y avait plusieurs catégories quand même. Bon, non mais tu peux te dire que, mine de rien, si on regarde toute cette année 98, il y a victoire à Daytona, victoire à Sebring et victoire de catégorie au Mans. Et Petit Le Mans. Je sais qu'elle n'a pas la même saveur. Et Petit Le Mans. Ouais, non mais clairement, c'est juste que c'est là où tu te dis que l'implication de Ferrari aura vraiment fait la diff. Parce que, encore une fois, la 911 GT1 de 98, oui, c'est un avion, c'est la légende, Aiello, Ortelli, McNish, mais une Ferrari bien préparée, avec les bons pilotes, je pense que ça pouvait peut-être tenir là aussi. Ouais, alors attends, parce que quand même, je sais pas ce que Julien t'en pense, mais il y a la Porsche 911 GT1. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'il y a la Nissan R390, il y a la McLaren F1 GTR 97, il y a quand même la Panoz aussi, celle-là, d'accord, il y a la Toyota GT1. T'as quand même du niveau. Pour moi, en 98, ça devient juste, même si Ferrari avait été en soutien, pour moi, les deux éditions ratées, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est 96-97, où là, il y a quand même deux belles ouvertures pour gagner les 24 heures du Mans. On va dire que 95, c'est une année compliquée parce qu'il pleut, les conditions sont vraiment favorables au GT cette année-là. Oui. Mais 96-97, si Ferrari soutient un projet avec une bonne équipe digne de Yost qui engage la Porsche, je pense que la victoire
peut être au bout en tout cas. Et ça aura quand même complètement changé la perception qu'on a aujourd'hui de la 333 SP. Carrément. Mais alors, mine de rien, moi, la perception que j'ai, donc c'est la Ferrari JS sur ma porte de chambre déjà, avec c'était quoi, Sospiri, Polican, Bouillon, hein, quand même. Wow. C'est des bons pilotes. Et je voulais vous emmener là-dessus. Il y a quand même des pilotes de référence qui ont roulé dans ces 333 SP. Je pense qu'ils doivent avoir de bons souvenirs quand même de cette auto. Elle n'était pas si infecte que ça. Elle a gagné, donc on l'a dit, aux États-Unis. C'est quand même incroyable d'attirer des pilotes de grands noms et de finalement avoir peu de résultats, quoi. Mais Geoffroy, je te laisse celle-là. Ah merde. Ouais, bah écoute, ce qui est marrant, c'est que il y a eu une collection, et comme tu le disais tout à l'heure, il y avait pas d'équipe, il n'y a pas eu une équipe mythique. Enfin, JMB, on était au début de leur existence. Ça s'appelait JB d'ailleurs au départ. Oui, Jabouille, Bourrèche, ouais. exactement. Il n'y a pas eu une équipe référente, mythique qui est arrivée, qui a placé ses pilotes, machin. Donc, on a plutôt eu à l'inverse des équipes un peu plus middle, on va dire, qui ont pris des pilotes comme elles le pouvaient. Et donc, c'est pour ça que tout à l'heure, on évoquait, il y a eu Henri Pescarolo qui a été convié. Il y a René Arnoux finalement qui a pris le volant. Et en fait, on essayait comme ça. Mauro Baldi qui a été donc placé par Ferrari mais qui était le pilote de développement, et donc on a pas mal de pilotes qui gravitaient autour, qui ou se retrouvaient sans volant dans cette période un peu creuse de l'endurance, ou avaient envie de prolonger leur carrière, ou au contraire étaient des jeunes qui sont arrivés là-dedans. Dans les jeunes en devenir, je sais pas, je peux citer Max Papis par exemple. Ouais, dans les moins jeunes mais qui étaient à un moment de la carrière important, je peux citer Alboreto, Johansson, Wayne Taylor. Enfin, c'est vrai qu'il y a eu on a Emmanuel Collard aussi, qui était plus jeune qu'aujourd'hui, c'est sûr. Collard et Sospiri, c'était pas mal. Andrea Montermini. Enfin, il y a eu comme ça un petit chapelet de pilotes qui est Jean-Christophe Bouillon, ancien Bouillon, pilote de F1. Enfin, moi je trouve ça quand même assez fou quand tu reviens dans l'histoire. Ouais, ça fait plaisir aussi de voir que tous ces pilotes ont roulé. Et Jérôme Polican aussi. Jérôme Polican, et tu traces jusqu'à la fin, si tu vas jusqu'à 2003 aux dernières courses que la 333 SP a fait. Bah non, mais c'est marrant, t'as quand même un passage de témoin aussi. T'as du Xavier Pompidou qui était quand même tout jeune. Enfin, Pompidou, il a roulé sur une 333 SP. C'est pas le premier pilote auquel tu penses. Il y a eu du Giovanni Lavaggi. Qui a gagné? C'est incroyable. Avec un moteur Judd. David Terrien chez les jeunes qui était très jeune à l'époque. Mais ouais, voilà. Des pilotes aussi. Hein. Non mais tu vois, c'est Jean-Marc par Boulin. rapport à la carrière européenne de la Ferrari 333 SP, carrière tardive. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que suite à la mort du groupe C dont on parlait au début de l'épisode en 1992-93 à cette époque-là, il n'y a plus de championnat mondiaux ou européens de sport prototype. En fait, donc il y a le BPR qui est réservé aux voitures de GT, qui va devenir le FIA GT ensuite, mais pendant toute une période, il n'y a rien pour les prototypes. Donc les prototypes roulent éventuellement aux États-Unis en IMSA, mais en Europe, rien n'existe. Et à la fin des années 90, donc en 98, il y a un championnat qui est créé, une coupe du monde des sports prototypes. C'est quoi, l'IRSS? L'ISRS, ouais, c'est ça. Punaise. Et donc, c'est là-dedans que va rouler la Ferrari 333 SP, mais qui est déjà un petit peu, à ce moment-là, en fin de carrière. Elle est en fin de carrière, mais en face, il n'y a personne. Donc, du coup les voitures gagnent quand même assez facilement ces championnats-là. Les voitures qui, pour le coup, sont très bien préparées par JB Racing, qui va devenir JMB. La voiture, donc là, gagne tout. Hein. Elle rafle tout en 98, 99 et 2000. Ouais. Et à la suite de ça, là, il y a le championnat ELMS qui va voir le jour. Et là, avec des voitures beaucoup plus modernes, et la Ferrari va être balayée du jour au lendemain. Elle disparaît dans les oubliettes parce que les Audi R8 arrivent dans le game. Enfin, des voitures bien plus modernes qui ont une avance. Enfin, c'est vrai. De la même chose. En termes de sport prototype, c'est ça, c'est que on le disait là avant, on parlait de 98, mais si on fait la dernière édition à laquelle une 333 SP participe, c'est 99. On a les Mercedes CLR, Toyota GT1, qui ont filé comme l'air, hein, qu'on a vu de manière rapide, surtout la CLR. Mais par contre, on a déjà une nouvelle génération de prototypes qui arrive. Ça fait un lien avec Tony Southgate, mais il y a la R8C qui est là, qui va clairement inspirer la Bentley qui va arriver à partir de 2001. Et puis surtout, on a la R8R qui va évoluer. Enfin, ils vont revoir leur copie, mais ils vont faire l'Audi R8. Donc, à partir de 2000, tu as l'hégémonie Audi qui débarque. Enfin, on est sur une voiture radicalement différente. Et là, petite digression, mais
avec Julien, on a arpenté les paddocks. Enfin, toi, tu les arpentes depuis des années, mais moi, beaucoup plus l'année dernière, on a arpenté les paddocks des courses historiques. Quand tu vois une Audi R8 de 2000, bien entretenue, notamment par JMB Classique, en l'occurrence là, c'est juste incroyable de voir la précision de la caisse, enfin la finesse de la caisse, de comment elle est pensée. Une 333 SP à côté, aussi belle soit-elle, et je crois qu'ils en ont d'ailleurs chez JMB aussi. C'est très très beau, mais c'est pas du tout la même conception, et ça fait beaucoup plus archaïque. Donc là, effectivement, technologiquement, il y a une valise qui est mise à la 333 SP, quoi. Oui, mais alors d'ailleurs, tiens, j'ai une question, Julien. Est-ce qu'on en voit beaucoup des 333 SP dans les courses historiques? Pas tant que ça, en fait, si? Ben alors, pas tant. On en a vu un petit peu au tout début de l'existence de l'Endurance Racing Legends. On en a vu une particulièrement qui est engagée par Raymond Narac, qui est Avec Michel Lecourt. Concessionnaire Porsche, pour le coup, Michel Lecourt, qui en engageait une jaune très belle au début de l'Endurance Racing Legends. On n'en voyait plus depuis. Et à vrai dire, on m'avait toujours dit que ces voitures-là, les propriétaires de ces voitures-là ne roulaient pas avec parce que la valeur des voitures était trop importante et que du coup, ils avaient peur de les engager en compétition. J'ai récemment entendu un autre son de cloche et on va très vite être fixé. En gros, je vous explique. La voiture, quand elle est sortie à l'époque, vous en avez parlé un tout petit peu, elle valait 450 000 $. C'était son prix à l'époque. Prix qui est un petit peu quand même en réalité plus cher que ça parce que Ferrari la vendait 450 000 mais elle obligeait tous ses clients à prendre le kit à acheter avec, en plus un kit carrosserie, 2 moteurs supplémentaires, un kit suspension, etc. Ça faisait une note globale qui était plutôt de 950 000 $. Okay. Depuis, la cote de la voiture a monté et en fait il y a beaucoup de voitures, il y a des propriétaires qui ont été malins à l'époque, qui en ont acheté, qui les ont jamais engagés en compétition, qui se sont dit une Ferrari de toute façon ça prendra de la valeur et on va la mettre dans un garage avec ces 2 moteurs de rechange et puis on la revendra le jour où elle aura un petit peu pris de la cote. Bien leur en a pris puisque cette voiture a évidemment aujourd'hui elle vaut à peu près 5 fois le prix qu'elle valait à l'époque. Aujourd'hui on est dans les 5 millions d'euros à peu près pour une Ferrari 333 SP. Et pourtant, elle n'a pas gagné Le Mans. Tu vois, enfin, elle a gagné partout ailleurs, mais pas Le Mans. Donc, et ça prend quand même de la valeur, quoi. Bah ouais, c'est une Ferrari, quoi. Ok. Bon. Je pense qu'il y a que Ferrari qui est capable de ça. Et du coup, pour en revenir au sujet compétition, moi, on me disait toujours que les propriétaires n'osaient pas les engager en compétition parce que ces voitures-là valaient trop cher, qu'ils avaient peur. En réalité, il y a peut-être une autre raison. C'est que le championnat dans lequel ces voitures sont éligibles, c'est de l'Endurance Racing Legends, qui est une compétition organisée par Peter Otto, et qui rassemble des voitures qui vont de 1994 à 2010. Ce qui est une période de temps qui est extrêmement longue. On parle d'une période de 16 ans. Oui, et Ferrari, c'était 94, justement. Et la Ferrari est donc dans la fourchette vieille de ces voitures-là. Comme tu viens de le dire, Anthony, elle est de la période 94. Donc évidemment, les gens qui veulent rouler avec une Ferrari dans ce championnat-là, ils se retrouvent confrontés à des Audi R8, des Bentley Speed 8, des choses comme ça. Donc des voitures qui sont beaucoup, beaucoup plus rapides. Donc les propriétaires de ces voitures-là se disent qu'est-ce que je vais aller faire en compétition avec ma Ferrari, je vais avoir l'air ridicule. Les gens vont se dire lui, il a une Ferrari et il est dernier, en gros. Donc c'est peut-être plus ça la raison qui a fait que les propriétaires ne voulaient pas les engager. Mais on va être rapidement fixé, puisque cette année, le règlement du Mans Classique change. Vous le savez, cette année, on part sur une édition. Maintenant, le Mans Classique va avoir lieu tous les ans avec 2 versions différentes. Cette année, le Mans Classique Légende va être... cette Ferrari 333 SP va être éligible. Elle va être éligible dans le plateau 8, qui va regrouper les voitures de 1994 à 1999. Donc déjà, ça resserre un petit peu le jeu, et ça fait que la Ferrari 333 SP, elle va être nettement moins obsolète dans son plateau qu'elle ne l'était jusqu'à maintenant. Donc on va peut-être en voir ressortir, mais ça, la réponse, on l'aura dans quelques mois, dans 5 mois, on saura. Et oui. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que tu peux pas faire une période qui englobe les groupes C et la Ferrari 333 SP parce que du coup ça irait pas non plus, et tu peux pas faire une période juste avec la 92, 93, 94, ça marche pas. Non mais là pour le coup c'est vrai que c'est plus cohérent. En fait, l'Endurance Racing Legends était pas très cohérent, la période était beaucoup trop longue, on voit pas ça sur les autres plateaux. Si on compare avec le CER, on est sur une période de 5-6 ans à peu près. Si on regarde le groupe C, on est sur une période qui va de 82 à 93, mais qui est cohérente puisqu'on est sur un règlement unique. Là, on regroupait des voitures qui étaient de règlements complètement différents et d'époques complètement différentes. Donc là,
là, la logique, elle tient la route. 94-99, on est bien sur une même génération de Et ils vont potentiellement garder ce découpage qu'il va y avoir au roman classique. Théoriquement, c'est ce qui sera en place à partir de 2027. Là, je m'avance parce que c'est pas officiel et c'est pas voilà, il y a aucune confirmation, mais en théorie, c'est ce qui devrait se passer. Et du coup, voilà, ça va, comme tu dis, ça va mieux scinder. Après, il reste la GT1 qui est éligible dans cette période-là, quoi. Mais bon, Oui, c'est un bel clair. avion quand même, quoi. C'est un bel avion. Ouais, non, mais complètement. CLR, Elle restera, quoi qu'il arrive, dans la tranche vieille de son plateau. Mais, C'est clair, puisque c'était la première, finalement, elle a été précurseur dans cette nouvelle ère de réglementation, mais voilà, du coup, elle se retrouve vieille. Alors, c'est une question qui est peut-être pas évidente, mais est-ce qu'on sait combien de châssis, à peu près, il reste sur les X châssis qui ont été fabriqués? Ça fera partie d'une top question, je vais pas dire le nombre de châssis, mais sur tous ceux qui ont été créés par Dallara ou par Michelotto, on sait à peu près combien il en reste des 333 SP ou pas? Alors, j'ai été consulté, je mettrai la référence d'ailleurs en description. Non, mais je vais pas écorcher le nom du site parce que je me rappelle plus exactement, mais qui listait les châssis 333 SP, un auteur qui listait les voitures qu'il a croisées. Et en fait, j'étais surpris de voir qu'il y en a très peu sur le nombre total. Il y en a déjà peu qui ont été fabriqués. Ouais, en fait, sur le nombre total, il en a croisé peu. Et en plus, il y en a plein où il met n'a jamais couru en période, n'a jamais couru en période. Et c'est ce qu'on disait, il y en a beaucoup qui ont dû être achetés par des clients qui ont tout de suite été au garage ou au musée. En fait, c'est une prod. La prod totale est quand même relativement importante pour le peu de nombres qui ont été engagés en compétition. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais. Si, tout à fait. Tu vois, aujourd'hui, les chiffres, tu sais, souvent on en parle, mais les 0K07, je pense qu'il y en a eu à peu près 2800 de fabriqués, quoi. On n'en peut plus, mais en même temps, c'est cohérent par rapport à l'intensité de l'engagement. C'est des voitures que tu as vues dans tous les championnats depuis 10 ans, donc. Bon voilà, là, le nombre total que je peux pas dire, puisque ça va être la question de tout à l'heure, je le trouve quand même assez élevé au regard du nombre de voitures qu'on a vues au Mans. Au Mans, on en a vu de 95 à 99, et je n'ai pas les détails de châssis, mais il y en a eu peut-être 6 différents, max, j'imagine 6-7, enfin, tu vois, c'est pas fou, quoi. Non, c'est pas énorme parce que c'est vrai qu'il y a eu 95 où tu as eu une voiture d'engagée, puis 96, 97, 98 où tu en as plus, tu en as 2 en 96, 2 en 97, 4 en 98 tout de même et 1 en 99, mais c'est vrai que c'est pas énorme. Ouais, même pas, donc ça se trouve, ça fait peut-être 4 ou 5 châssis différents. Il y en a qui ont dû faire plusieurs années, enfin, c'est assez faible. Et puis après, aux États-Unis, ouais, c'est juste que. Il y a eu peu d'équipes qui l'ont engagé, peu de livrées différentes aussi. Donc voilà, moi j'en ai une image de trucs un peu confidentiels. Bon, moins confidentiels que les DOM S101 ou que les. Mais un peu comme les Riley Scott, tu vois. Ouais. Non, mais pour des Ferrari, c'est vrai que on peut se poser la question, effectivement. Et en termes de victoires, parce qu'on a parlé de beaucoup de victoires en IMSA, il y en a combien? Ça représente quoi sur la période 94-2003? Allez, on va élargir. Il y en a beaucoup quand même ou pas, Geoffroy? Ça représente combien? Moi, mon compte total est de 51. Je suis ouvert au débat. Je suis ouvert aux discussions. Un bon nombre. J'en compte 41. C'est pas mal, 51. J'en compte 41 en configuration Ferrari 333 SP. Vous allez me dire, oui, mais j'en compte 10 en configuration Ferrari 333 SP à moteur Judd, en fait. Ah oui. C'est ça. Et tu as compté celle en Europe avec l'équipe JMB donc en 80. Bien sûr. Ouais. 17, 90. Bon, après, je suis pas exactement sûr qu'il y en ait autant en configuration Judd. Non, attends, je me suis peut-être pris les pieds dans le tapis. Mais moi, ce que j'ai, c'est. En fait, ce qui me manque, c'est le grand en AM. tout 51. Ouais, ce qui me manque, c'est le grand AM où c'est plus compliqué d'avoir les infos. Donc, non, c'était pas forcément en configuration de Judd. Peut-être qu'il n'y en a qu'une seule en Judd, c'est celle qui est de 2003. Mais il y a beaucoup de victoires, comme on l'a dit tout à l'heure, en FIA Sportscar, en IMSA, bien sûr. Motor Judd, c'est sûr qu'il y en a eu au moins 2, et je pense qu'il y en a eu plus, avec le Doran Racing et avec l'équipe qui a été engagée en 2001. Ça, c'est assez incroyable pour être vrai, mais avec Giovanni Lavaggi et Christian Van, qui se sont imposés donc avec cette 333 SP Motor Judd dans la catégorie, comment ça s'appelait, FIA Sportscar Championship. On pourrait, j'ai pas prévu de jeu pour cet épisode, j'aurais dû en faire un. On aurait dû faire un. Est-ce que ce pilote a roulé en Ferrari 333 SP? Parce que en fait, c'est vrai que quand tu regardes, tu vois, genre, tu vois qu'il y en a beaucoup. Yannick Dalmas, il a roulé quoi, par exemple, tu vois. Mais oui, mais c'est pour ça que je te dis. J'ai découvert ça aussi, et ça, je l'avais pas. Ron Fellows, tu vois, c'est incroyable quoi. Enfin, franchement, il y a des trucs. Mais oui.
Après, les pilotes, c'est ce qui a pêché aussi dans l'histoire de la Ferrari 333 SP. On parlait des équipes d'exploitation tout à l'heure qui n'étaient, je pense, pas à la hauteur de la voiture. On a eu souvent aussi des équipages qui n'étaient pas à la hauteur de la voiture. On a eu un paquet de pilotes, des Fermin Vélez, Paul Gentilosi, Elton Julian, Bill Oberlin. Enfin, oui, parce que c'était les Jerry Jackson. Mais non, mais c'était les propriétaires de voitures en même temps et d'équipes, donc ça paraît pas anodin. Fermin Vélez a quand même été champion plusieurs fois, d'ailleurs, avec cette auto aux États-Unis. Donc voilà, et Tim Hubman, il était quoi? Non, lui, non. Il a roulé. mais en tout cas, c'est vrai qu'on peut voir, et on l'a compris, que c'était une façon d'aborder les choses totalement différente de maintenant. En fait, c'est une stratégie complètement inverse de la 499P. Parce que, mine de rien, le dernier proto Ferrari vu au Mans, ça n'a jamais été un proto des années 70, non. Même si personne ne l'a dit. Mais c'était bien en 99, la dernière fois au Mans qu'il y avait une proto, et c'était justement la 333 SP. Quoi. Ouais, en fait, j'ai trouvé ça assez fou au moment où, en 2023, quand Ferrari est revenu en catégorie hypercar. En fait, quand même, le choix des numéros, le numéro 50, c'est un clin d'œil au fait que la dernière Ferrari vue au Mans en prototype était en 73. Bah non, en fait. Bah non. Ouais, ça montre la considération que Ferrari a pour ce projet encore aujourd'hui. Quoi. Mais moi, je trouve ça marrant parce que, par exemple, pour avoir été quelquefois dans les hospitalités Porsche ou des choses comme ça, on voit peu la Doer de 94, on voit très peu les voitures de 96-97 qu'on a évoquées. Je pense que si tu cherches, elles doivent être dans un coin, tu sais, derrière le frigo. Il y a un poster peut-être, il y a une évocation, mais franchement, c'est rare. Par contre, quand il faut évoquer le palmarès et le nombre de victoires au général, t'inquiète pas qu'elle est comptée. Et chez Ferrari, c'est pareil. C'est la 333 SP, il y a une page sur le site officiel, bien sûr, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de bouquins qui existent sur cette voiture-là, qui a été édité par Ferrari. Des initiatives privées, encore une fois, d'accord, mais c'est vraiment une voiture qu'ils ignorent dans leur histoire, alors que moi, je trouve qu'il y aura un vrai lien à faire, quoi. En plus, pourtant, tu alignes une 312 PB, tu alignes une 333 et une 499, et vraiment, tu as 3 aires différentes de l'endurance qui sont incroyables, et 3 aires dans lesquelles, en prototype, Ferrari fait des propositions vraiment intéressantes, quoi. Non mais c'est ça qui est fou, Julien, c'est qu'en fait c'est une voiture qui certes n'a pas été validée officiellement par Ferrari, mais qui a quand même apporté des victoires et une certaine aura finalement aux États-Unis à moindre coût, et qui est un peu oubliée. C'est quoi l'héritage de cette 333 SP? Je te dis, pour moi, c'est vraiment une voiture qui m'a marqué quand même si voilà, je m'attendais à rien, mais je la trouve mythique avec les couleurs Momo, avec, il y a plein de voitures qui moi m'évoquent quelque chose, plein de modèles, je veux dire, de 333 SP avec les décorations spécifiques. Est-ce qu'il y a un héritage quand même sur ce modèle? Ouais, je pense qu'elle fait partie des voitures dont le parcours un peu tortueux et compliqué finit par rendre légendaire, quoi. C'est souvent le cas dans l'automobile. En fait, si on regarde en période, c'est quand même une grosse déception, hein. Honnêtement. Ouais. Au 24 heures du Mans 95, et ça, du coup, je l'invente pas, hein, c'est dans le rapport de Jean-Marc Tessèdre à l'époque dans Auto Hebdo. L'ACO oriente à fond sa communication sur la présence de cette Ferrari pour faire venir du public, etc. Et au final, on se retrouve avec une voiture qui fait 6 tours et qui abandonne sans avoir joué aucun rôle. Et puis la suite sera un peu mieux, mais au final, la voiture sera jamais à la hauteur de l'attente. Et à l'époque, la venue d'une Ferrari, c'est comme aujourd'hui, quoi. C'est quand même assez énorme, hein. On n'avait pas vu de Ferrari au Mans depuis les 512 BBLM à l'époque. Ça faisait 15 ans qu'on n'avait pas vu de Ferrari aux 24 heures du Mans, depuis 81. Donc, la venue de cette voiture devait vraiment apporter quelque chose en termes de communication. Alors, ça a marché en termes de com, puisque ça a fait venir du public, ça a fait parler, mais les résultats n'ont jamais été au niveau. Donc voilà, l'héritage, en période, on peut dire que c'est une grosse déception, en tout cas en Europe. Aux États-Unis, elle a un beau palmarès, ça, je pense qu'on est tous d'accord. En Europe, c'est quand même très en Europe, c'est-à-dire aux 24 heures du Mans, c'est quand même très très décevant. Maintenant, c'est ce qui fait aujourd'hui, je trouve, sa beauté, quoi. Ouais, et c'est pour ça qu'on fait un épisode là-dessus aussi, parce que finalement, on l'a pas oublié cette voiture, et on voulait aussi évoquer voilà, la présence de Ferrari finalement pendant beaucoup de décennies, quasiment toutes les décennies aux 24 heures du Mans. En fait, il n'y a même pas trop eu de pause de Ferrari aux 24 heures. Et moi, j'ai été assez bluffé par la longévité finalement, on en a parlé, hein, mais entre 94 et 2003,
il y a peu de voitures quand même qui ont une telle longévité. Enfin, en tout cas, ça me paraît assez fou. Il y a tes Oreca 07. Non, mais d'accord. Je dirais c'est une longévité qui est permise par le non-niveau de l'endurance à cette époque-là, quoi. D'accord. En fait, dès le moment où des constructeurs reviennent et que l'endurance s'active un petit peu et qu'on voit l'arrivée des BMW V12 LMR, des Audi R8, bah, la carrière de la Ferrari 333 SP s'arrête tout de suite. Mais elle a c'est connu vrai. les deux bas niveaux. Enfin, je sais pas si t'es d'accord, mais en gros, elle est arrivée au creux, c'est-à-dire 94-95, et il y en avait encore qui roulaient au moment où on a commencé quand même à roupiller pas mal en 2001-2002 au Mans. Ouais. Donc, mais c'est là que c'est dommage, hein, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que Ferrari était le seul constructeur à avoir une voiture vraiment neuve, fabriquée, conçue pour un règlement, à une époque où il y avait personne en face. Donc c'est pour ça qu'il y avait pour moi 2 victoires au Mans faciles à aller chercher sans investir beaucoup à partir Mais du ils y ont moment où pas la cru. voiture existait. Ils y ont pas cru Ouais. et Bah en fait, ils y ont pas cru parce que à cette époque-là, ils ne gagnaient pas encore en Formule 1. Ils étaient en plein recrutement de Jean Todt, de Michael Schumacher. Tout était à construire en Formule 1 et du coup, ils voulaient pas se disperser. Di Montezemolo ne voulait pas. Il restait sur sa lignée de 73, quoi. Se dire que disperser Ferrari, c'était aller droit dans le mur. Et du coup, voilà, même si la voiture avait un potentiel, elle a été sacrifiée par la volonté d'y gagner en Formule 1. Mais on sait si ce qui s'est passé aux États-Unis a eu un impact quand même sur le marché américain ou pas? alors là, je serais incapable de bonne dire. question. En termes de vente, tu veux dire, en termes ouais. d'image, je serais incapable de Ouais, dire. en termes d'image, ouais. Ça, j'en ai aucune idée. Bonne question. Je pense que la victoire en 98 a eu un certain retentissement quand même. La victoire à Daytona, je pense qu'elle a quand même eu un certain écho aux États-Unis. D'accord. Bah, après, ouais, le truc aussi, c'est que ils ont recommencé un peu cette même logique. Et il y a eu aussi un intérêt marqué par les Américains quand ils ont lancé le programme en GT avec les 360, avec les Modena. En fait, c'est pareil, ils sont arrivés timides. Ça a mis du temps à gagner face à Porsche. Parce que je pense qu'ils y mettaient pas vraiment les moyens et la voiture n'était pas conçue pour ça forcément à la base. Et après, ça a augmenté les 430, 458, 488 et voilà. Mais par contre, il y a rapidement eu, je pense, je crois de mémoire, des équipes en ALMS qui voulaient absolument avoir des châssis Modena et rouler. Enfin, Ferrari a toujours attiré aux États-Unis, quoi. En fait, ce qui est dingue avec Ferrari, c'est que dans les programmes compétition client ou semi-usine de toute l'histoire, on ne sait jamais où est située la jauge, en fait, à quel point c'est un programme, à quel point l'usine soutient son client. Avec les autres constructeurs, c'est toujours assez clair. Quand, je prends un exemple, mais quand Cadillac fait un partenariat avec Jota ou quand Oreca participe à la victoire de Toyota ou de Mazda à l'époque, on sait dans quoi intervient Oreca, on sait précisément quel est le scope. Avec Ferrari, on sait jamais trop si c'est JMB qui est à l'origine de la naissance de la 360 Modena ou si Ferrari soutient le truc. C'est vrai. Dès qu'il y a Michelotto qui est dans l'histoire, on ne sait pas, est-ce que Michelotto c'est le bras armé de Ferrari ou est-ce que c'est un privé ou est-ce que c'est une concession Ferrari, on ne sait jamais trop. Pozzi, est-ce que si on va plus loin dans l'histoire, est-ce que c'est pareil, est-ce que c'est une entité de Ferrari officiellement soutenue ou est-ce que c'est juste un concessionnaire en France? On ne sait pas. Ouais, c'est vrai. Enfin, moi, en tout cas, je pense que c'est vrai, je suis d'accord. La positionné 550, truc, c'est pareil, avec Frédéric Dor, avec tout ça au début, aux origines. Après, ça passe chez ProDrive, mais ouais, ça émane d'où. Enfin, ouais, non, c'est vrai que c'est improbable. Par contre, ce qui est beau, tu vois, ce qui est beau, c'est que je me rends compte avec cet épisode que la carrière d'Amato Ferrari est un peu en calque de la 333 SP parce que lui, il prend sa retraite sportive en 94, Amato Ferrari, et il lance son équipe en 2002. Tu vois, c'est vraiment au milieu, t'as la 333 SP, quoi. Mais là, justement, par rapport à ça, je trouve que c'est la première fois que c'est assez clair sur le programme actuel de Ferrari en hypercar. Je trouve que c'est quand même relativement clair que c'est un programme usine et que AF Corset est en charge de l'exploitation de la voiture. Je pense, je vois Geoffroy que tu hoches, mais je veux bien d'ailleurs là-dessus vos éclaircissements, mais j'ai l'impression que c'est plus clair que ça ne l'a été dans toute l'histoire de Ferrari quand il y avait des programmes semi-usine, on va dire. Oui, non, c'est vrai, non, je suis d'accord. Non, c'est juste le cas de la Ferrari jaune qui me fait toujours rire avec... là, il y a encore le mot-clé Pozzi qui apparaît, où apparemment la voiture n'est pas ne serait pas propriété de Ferrari. Elle aurait déjà été vendue... Enfin, il y a un imbroglio dans lequel je ne vais pas me lancer parce que j'ai pas toutes les infos, mais je sais en tout cas de source sûre que c'est un sacré merdier.
Donc il y a quand même des trucs un peu nébuleux, quoi, tu vois, sur qui est propriétaire, Non, qui met d'accord. l'argent, qui récupère l'argent, c'est bizarre. Non, mais ce que disait Julien, c'est que on parlait des équipes qui engageaient la Oui, 333 ça, je suis SP, c'était un d'accord, peu je suis d'accord, nébuleux. je suis d'accord. C'était un peu n'importe quoi. Là, au moins, on sait que c'est AF Corse qui Là, on sait que exploite, c'est une quoi. volonté à la base, que l'impulsion elle est quand même donnée par Ouais. Ferrari et que c'est pas un client. Ouais. Comme c'est le cas de JMB avec la 360 Modena, comme c'est le cas de Frédéric Dor avec la 550 Maranello, ou comme c'est le cas avec Moretti, où c'était plus le client qui était à l'initiative. Ouais, Là, c'est la première fois où ça me paraît quand même assez clair que c'est Ferrari qui a l'initiative de la D'où participation. La référence au 50-51, parce que c'est vrai que les derniers engagements officiels, c'était 72-73, vraiment de la part de Ferrari, quoi. Mais ce qui est marrant, c'est que Ferrari, du coup, dans les précédents programmes, ne se mouillait pas, mais quand ça gagnait sur la 550 Maranello, il y a quand même le petit communiqué de Maranello qui tombait dans les boîtes mail, quoi. On voulait bien s'approprier quand même le projet quand ça commençait à gagner des courses. Bah ça, c'est comme tous les grands constructeurs, hein. Porsche, c'est pareil, donc... ça n'a rien à apprendre, mais en tout cas ça a quand même laissé dans l'esprit des fans et je pense des tifosi quand même un bon souvenir, cette 333 SP, enfin en tout cas je l'imagine, et c'est vrai que j'aimerais bien en revoir, moi. Ça fait, je n'en ai jamais vu en vrai, en fait, une 333 SP, donc Alors dans l'esprit des tifosi, moi quand j'étais gamin justement, là, quand elle est arrivée en 95, je me disais génial, on va avoir des drapeaux Ferrari comme sur les grands prix de Formule 1, ça va être super. C'était un peu la déception. Je suis tout seul avec mon drapeau Ferrari à cette époque-là. Donc je sais pas si les tifosi, c'est pareil, hein, les Ferrari en endurance, on sait pas trop à quel point ça impacte vraiment les supporters italiens. Et je pense que ça a plus d'écho justement aux États-Unis ou ailleurs que vraiment chez les supporters hard italiens, quoi. Ouais, c'est vrai. Alors, même si maintenant je pense qu'avec l'hypercar, ça marche bien, parce que tu vois, tu avais les 2 victoires des Ferrari rouges ont été célébrées directement à Maranello avec le petit drapeau, les choses comme ça. Il n'y a pas eu cette cérémonie avec la Ferrari jaune, bizarrement, mais mais en tout cas, je pense que quand même les tifosi sont contents de se retrouver avec ces victoires-là. Je ne te dirais pas la même chose si Ferrari gagnait en Formule 1. Tu vois, peut-être que ce sont des vases communicants. Je sais pas. Pour moi, il manque quand même un truc, mais qui n'arrivera jamais. Mais c'est une vraie passerelle entre l'endurance et la F1 chez Ferrari. Enfin, tu sais, on en avait déjà parlé, mais pour moi, c'est vraiment le constructeur qui pourrait et qui devrait faire ça. Au sens où, le week-end du Mans, tu fais rouler Charles Leclerc, tu mets Hamilton dans la caisse. Enfin, en fait, ça me paraît très évident, en fait, quoi. Et c'est là-dedans que, justement, par rapport à ce qu'on disait, ça reste encore un peu confus. Quelle est la place de ces programmes-là chez Ferrari? C'est vrai qu'on a l'impression que du coup... La Scuderia F1, comme tu viens de le dire, je crois, quand il y avait Alpine, on a vu du Alonso Ocon rouler dans la F1 au Mans. On n'imagine pas trop Ferrari mélanger les torchons et les serviettes. Ouais. Bah non, c'est ça. Alors je sais qu'on nous le disait justement en commentaire, que on parlait de ces pilotes qui passaient d'un programme à l'autre, ou en tout cas de Formule 1 au Mans, et qui n'avait pas de passerelle. On m'a cité, mais enfin Giovinazzi fait partie de ces pilotes-là. Oui, mais c'est pas tout à fait la même chose quand même. Il n'a jamais été pilote Ferrari en Formule 1. Il a été, protégé par Ferrari parce qu'il est italien, mais voilà, je suis d'accord avec toi, avec vous. Il n'y a pas ces passerelles-là encore qui existent, peut-être à l'avenir. Pour en revenir à l'époque, on a quand même Mauro Baldi, qui est le pilote de développement de la voiture, qui lui est directement recruté par Jean Todt, parce que Jean Todt le faisait rouler sur la 905 quand il était chez Peugeot. Donc quand il arrive chez Ferrari, que ce programme est déjà enclenché, sinon je pense que Jean Todt ne l'aurait pas validé, il le recrute quand même Mauro Baldi pour développer la voiture. Donc là, il y a une petite connexion quand même endurance F1. C'est ça qui est fou, c'est que tu vois, Di Montezemolo est pas passionné par l'endurance, ou en tout cas est focalisé sur la Formule 1. Il va quand même recruter Jean Todt, qui a fait gagner Peugeot en endurance, et finalement il y a quand même ces passerelles qui existent avec le moteur qui est issu de la F1 qui va en endurance, etc. Donc voilà, ça n'a jamais été très très loin non plus. Ça reste de la compétition auto, quoi. Mais en fait, c'est vrai qu'elle est dans une continuité un peu, cette 333, de la volonté qui était de faire converger les moteurs F1 et enfin que ce soit les mêmes moteurs qui soient utilisés en endurance en F1. En fait, finalement, la 333 SP l'a fait, quoi. C'est vrai que c'est marrant. Ouais.
Exactement, exactement. Mais bon, il n'y aura jamais eu de victoire au Mans. Ça aurait peut-être changé son histoire justement à cette 333 SP. Mais en tout cas, c'était un plaisir de revenir dans cette épopée. Moi, j'ai trouvé que c'était quand même une belle saga, cette Ferrari 333 SP, ou en tout cas une belle aventure. Même si, voilà, c'était plutôt une aventure américaine, The American Dream pour la Ferrari 333 SP. Euh, Ouais, c'était le nom de code du projet. Hein. ah bon? Ouais, Ouais, c'est ce que j'allais dire aussi. Je savais pas si tu faisais la ref volontairement, mais en interne, il l'appelait American Dream la voiture. Ah, c'est pour ça. Si, alors Il Sogno Americano, je Ouais. savais pas si c'était officiel Si, ou si. pas. D'accord. Ah, intéressant. Bon, bah voilà. En tout cas, ce rêve américain a été suivi et c'était pas mal du tout. Bon, si vous avez tout dit ou presque sur cette voiture, eh ben je vous propose de passer à notre prochaine rubrique. Est-ce qu'on a été complet, messieurs? Bon, je pense que là, on a pas mal fait, ouais. Bon, d'accord. Bon, j'espère. Alors, on va passer à notre actu. C'est quoi vos actus, messieurs? Je commence par toi, Geoffroy. L'actu en ce moment, là, on est début mars. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Je peux pas tout dire. Je suis avec mon associé là. Ah, Attends, je peux pas tout raconter. aïe, Écoute, d'accord. ça se passe que c'est le début de saison d'endurance classique, des Le Mans Classic Series qui se profilent. Donc, on va être amené à aller sur certains événements. Donc voilà, on est toujours. Moi, je suis toujours, en tout cas, personnellement, dans cette phase de préparation, on va dire. Donc voilà, je suis encore au chaud avant de multiplier les sorties sur les circuits. Voilà. Ah, parfait, parfait. Bon, Julien, l'actu de Classic Media, quelle est-elle et qu'est-ce qui se profile pour cette saison 2026? Eh bien, écoute, on est sur la période d'intersaison, donc un petit peu calme depuis quelques temps, mais là, on a des événements qui approchent, donc on va bientôt revoir le soleil, Geoffroy et moi. Donc, on travaille avec nos différents clients qui sont pour la plupart des organisateurs de courses. On travaille un petit peu avec Motor Racing Legends en Angleterre, avec V2V en France, avec HVM aussi sur le Grand Prix de France historique notamment. Ah oui, Donc voilà, on a plusieurs collaborations comme ça en cours avec le Tour de Corse historique. Donc on a plusieurs collabs en cours et pas mal de travail. Et il y a de belles choses qui se profilent en course historique. C'est vraiment une discipline qui va très très bien ces derniers temps. bon, et ben en tout cas, on va suivre ça. Oui, c'est vrai que le Grand Prix de France historique, hein, mais je pense que vous connaissez C'est ce que tous, j'allais mais dire. 8, 9 et 10 mai, faut y aller. Hein. Ouais. J'allais Et puis faire le le Mans lien Classique. justement. Ouais, non, mais j'allais faire le lien aussi avec le Grand Prix de France Histo, parce que là, on parle de Ferrari, et notamment, on parlait de la F1 il y a quelques instants. Ah bah Là, oui, je Jean peux pas Alesi. tout dire. Ouais, voilà, je peux pas tout dire, mais il y a quand même eu une confirmation que Jean Alesi sera au volant d'une Ferrari au Grand Prix de France Histo. Il y a d'autres trucs qui vont arriver pour le Grand Prix de France historique qui vont être sympas. Mais je peux pas les dire du coup. Mais Bon, ça va être sympa. on peut pas tout Non. dire. On peut pas tout dire. Mais faudra écouter l'Endurance Club chaque semaine. Voilà, Ouais. tout simplement. Ah, ça va être un bel événement. Bah oui. Bon, moi, mon actu un peu plus calme. Alors, j'ai eu pendant le mois de février beaucoup de commentaires sur les Jeux olympiques. Là, je vais faire quoi ce week-end? C'est l'IndyCar. Ah oui, c'est vrai. L'IndyCar à Phoenix avec Romain Grosjean qui a été de retour, donc qui a fait sa première course début mars, et puis Mick Schumacher. Enfin bon, bref, il y a plein de choses. Et ça sera le début aussi de la saison de F1. Alors, pas de F2 là sur ce week-end, mais IndyCar, donc sur Canal+, voilà. Et j'aurai aussi, si quand même je vous le dis à vous, hein, mais on a reçu Vince Cosa, et Vince Cosa fait une soirée Cosa Event sur le circuit du Mans. Ça sera une course qui sera diffusée donc sur sa chaîne dimanche 8 mars, donc voilà, dimanche pour retrouver tous les pilotes qui sont très très experts de Le Mans Ultimate sur le circuit du Mans. Donc voilà, ce sera en fin d'après-midi le dimanche, donc voilà, petite actu sympathique. Très bien, très bien. Bon, c'est le moment de Top Question alors. Ah bah évidemment, évidemment. Bon ça Julien, tu connais hein, le principe de la top question. Alors j'ai pas osé parler de mon podcast Trajectoire parce que je sais que beaucoup me demandent de nouveaux épisodes. Mais voilà, c'est en train de se relancer là. La machine se relance, mesdames et messieurs. Et c'est pas faute d'avoir des épisodes en rab, mais il faut les marketer comme on dit. Enfin, je sais pas comment on explique ça, mais voilà, il faut faire un petit montage, mettre des petites intros, des petites musiques, etc. Enfin, il y a quand même du boulot, voilà. Mais je compte bien avoir une saison 2026 qui soit beaucoup plus Fluide. fluide en termes d'épisodes et de sortie d'épisodes de ce podcast Trajectoire. Voilà.
Bon, la top question, Julien, tu sais que c'est notre rendez-vous avec Geoffroy et pour cet épisode spécial donc de Ferrari, eh bien, on voulait donc revenir sur le nombre de châssis qui ont été produits pour cette Ferrari 333 SP. Alors, on l'a volontairement pas évoqué ce nombre. C'est le nombre officiel C'est connu. ça. A priori, voilà, dans ce que l'on a pu obtenir comme information. Donc, bon, pour celle-là, vous avez peut-être le droit à un petit pourcentage de marge, non? Non, mais surtout si vous Ah, avez ce que je des veux dire, infos. c'est on en a quand même discuté avant, on n'est pas d'accord tous les trois, donc déjà... Oui, c'est ça. Mais C'est pas grave, c'était la question, c'était la question. Voilà, il y a eu un nombre de châssis carbone monocoque produits, alors soit par Dallara, soit par Michelotto, soit peut-être par d'autres. Voilà, selon vos infos, vous nous direz. Et de toute façon, voilà, c'est l'idée aussi de la Top Question, c'est de pouvoir vous challenger sur les questions et sur les connaissances, et puis après de pouvoir échanger. On ne répond pas à la top question de la semaine dernière, parce que la semaine dernière, on n'a pas posé de top question, tout simplement. Mais voilà, en tout cas, on reste dans le côté actif de ce top question. Et donc, la semaine prochaine, réponse à celle-ci. Donc, pour savoir combien de châssis carbone monocoque ont été produits pour construire ces Ferrari 333 SP. Voilà un petit peu ce qu'on voulait dire. Bon, eh bien, en tout cas, on a été vraiment ravis de pouvoir faire cet épisode sur la Ferrari. Je sais pas qui a eu l'idée, je crois que c'est toi, Geoffroy, non, sur la 333 SP? ouais, c'est possible. C'est possible. Bah écoute, je me suis dit, faut qu'on continue de couvrir cette période mi-90, début 2000. Un jour, on arrivera sur la Mercedes CLR, ça sera l'épisode final. Ah oui. Mais non, mais c'est Ouais, bah dites-nous en commentaire quelle voiture vous voulez qu'on essaie. Moi, à vrai dire, la 333 SP, je trouvais que le challenge était très compliqué parce que, comme on l'a dit un peu pendant tout l'épisode, il y a beaucoup de choses à démêler sur l'histoire de cette voiture. Donc, je pense qu'on peut avoir des épisodes plus simples que celui-ci à préparer. Oui, c'est vrai. Mais bon, tu as relevé haut la main ce défi, Julien. Franchement, il n'y a aucun souci. Tu reviendras. Hein. Bah merci. En tout cas, merci de m'avoir invité à celui-ci. C'était un plaisir. Bon, bah c'est top. En tout cas, ce que je sais, c'est que tous les épisodes historiques marchent bien. Ouais. Je me souviens des messages pour l'épisode Matra. En même temps, c'était une masterclass. Hein. Moi, j'étais trop content de faire justement cet épisode avec Dominique Vincent. C'était génial. Mais voilà, il y a eu de très très bons retours et on vous remercie. Voilà, que ce soit Fensis 05, que ce soit Dave Murray, Panos 81, Apex Predator. Enfin bon, bref, vous aviez été nombreux. Oh la vache. C'est un T'as vu? sacré pseudo, Pas ça, mal, hein. Apex Predator. C'est un C'est peu pas bizarre, mal, mais c'est ok. pas mal. Il y avait Jean-Pierre aussi, Ouais, voilà, voilà. Jean-Pierre, bon pseudo, qui, qui était très heureux de ça. Enfin voilà, bref, je vais pas tous vous citer, mais en tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux. Et on est bientôt 1000, on est bientôt le million sur YouTube. Non mais voilà, en tout cas, c'est vrai que on aime bien avoir cet échange avec vous. Et Julien, voilà, tu vois de plus en plus ces endurance clubs pointer leur nez. Mais voilà, c'était intéressant pour nous et tu avais fait partie des premiers invités d'ailleurs, hein, avec plein d'autres personnes. Qui est-ce qu'on avait invité Avec aussi Nicolas au Pascual, tout ouais, début, on avait fait un épisode. Arrête Exact. ouais. Bah, Ouais, tu c'est ça. remplis le siège laissé vacant par Pierre Fillon, André Lauterer, donc c'est vrai que c'est pas mal. Ah oui. Ça va, ouais. C'est bien. Non, mais il y aura d'autres invités. Voilà, 2026, on a lancé les choses, des épisodes historiques et pas que. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup, Julien Ergo. C'était un plaisir, voilà, de t'accueillir. Donc, je le rappelle pour ceux qui ne l'auraient pas retenu, mais voilà, directeur de l'agence Classique Média, agence de communication spécialisée dans l'automobile historique et les compétitions historiques. Donc, c'était un plaisir d'évoquer ce sujet avec toi. Plein de bonnes choses pour 2026 et je pense qu'on te réécoutera sur l'Endurance Club d'ici quelques semaines. Ah, merci à tous les deux, j'ai hâte. Bon, ça marche. Et puis merci Geoffroy également, bien sûr, toujours au rendez-vous pour parler d'endurance et parler de plein de belles choses. La semaine prochaine, je sais même plus ce qu'on évoque. Je crois qu'on fait une petite... un petit épisode sur les pronos 2026 pour le championnat du monde de WEC. Ouais, je crois que c'est ce qu'on s'est dit. Bon, si c'est pas ça, Si, vous c'est me bien, direz ça en me va bien, commentaire. c'est très bien. C'est pas mal ça. Ouais, on va se lancer là-dedans. Je sais pas si on va être très bon, mais voilà, après on pourra compter les points en fin de saison, puisque le WEC va ouvrir le bal en fin de mois de mars. Donc voilà, on était dans le timing. Et ben merci beaucoup. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Donc voilà, pour parler d'endurance, comme d'habitude, endurance moderne. Donc voilà, si vous voulez faire partie du club de cet endurance club, vous le savez, c'est toutes les semaines. Et n'hésitez pas à aller vous abonner sur YouTube, d'écouter sur les plateformes de podcast, de mettre 5 petites étoiles ou grandes étoiles, je ne sais pas, et nous envoyer des petits messages. Et la FAQ arrive.
Ah oui, on compte sur vous, hein. On a eu quelques questions encore supplémentaires ces derniers jours, mais elle va arriver bientôt. Donc voilà, la FAQ pour le 100e épisode de l'Endurance Club va arriver. Donc voilà, j'espère, Geoffroy, que tu es prêt à Je suis répondre au à toutes taquet. les questions. Je suis au taquet. Bon, ben parfait. Allez, moi aussi. Merci Julien, merci à toutes et tous, et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Endurance Club. Ciao, ciao.